la sensation, c'est que le blessé est un peu le paramètre chiant, j'avais dit, hein, pour une unité. Hein. C'est-à-dire que le blessé parle, le blessé se plaint, le blessé a des attentes, le blessé, voilà, ouais, de toi à moi, hein, et d'autres camarades aussi, se sont déjà fait la réflexion à se dire, mais putain, à quoi bon avoir survécu à tout ça, quoi. Tu vois. Et c'est dommage d'en arriver à cette conclusion-là. Hein. Moi, j'ai jamais été touché par aucune envie suicidaire, hein, je le dis tout de suite, mais régulièrement, je me suis fait la réflexion dans toutes les difficultés de reconnaissance de ma blessure, de parcours de soins, tu vois, avec les assureurs, avec les pensions militaires d'invalidité, les médecins experts, toutes ces choses-là. La sensation de quémander, la sensation de devoir se justifier en permanence. Et il y a un moment où malheureusement, tu vois, si tu empiles en fait tous les blocs, y a un moment où malheureusement la conclusion, tu te dis putain, est-ce que ça aurait pas été mieux si j'étais pas revenu, quoi. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Après avoir échangé la semaine dernière avec un opérateur du CPA-10, les forces spéciales de l'armée de l'air, nous vous proposons le témoignage d'un ancien membre de cette unité ayant été blessé en opération. Avec lui et son psychopraticien Julien Renaud, nous allons longuement parler de la question des blessés psychiques ainsi que du syndrome post-traumatique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors bonjour à tous, on est exceptionnellement, c'est une des premières fois qu'on fait ça dans le podcast, on est 3 et non pas 2. On l'avait déjà fait pour quand on était à Gao avec des aumôniers militaires, on était même 4 de mémoire. Donc on retente l'expérience de faire une interview à plusieurs et aujourd'hui nous sommes avec Julien et Scoob. Scoob, les gens ont déjà eu affaire à toi, si j'ose dire, dans la masterclass sur le CPA-10. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter et puis Julien, tu pourras emboîter le pas? Ouais, il n'y a aucun problème. Donc, écoutez, moi, je suis plus connu sous le pseudonyme de Scoob, mais bon, je n'ai pas été baptisé comme ça. Hein. Mon vrai prénom reste Jérôme, donc on peut utiliser les deux. Moi, j'ai œuvré pendant 15 ans au sein du CPA-10, donc depuis 2001 jusqu'à 2016. Voilà, j'ai eu un cursus de sous-officier au sein du CPA-10, spécialiste dans le domaine de l'appui aérien. Et donc, j'ai été mis, entre guillemets, en lumière sur les médias avec le reportage Blacksmith Hammer, qui était réalisé par Stéphane Ribojad et qui faisait état en fait de l'opération sur laquelle j'ai été blessé par balle en 2010. Voilà, j'ai quitté l'institution militaire donc en 2016 pour monter ma salle de CrossFit pendant 6 ans. Je l'ai revendu l'année dernière et maintenant je travaille aux côtés de Teddy Palassi et toute son équipe au sein de Force Special Coaching dans le cadre du coaching et la préparation physique pour les jeunes qui souhaitent rejoindre les unités spéciales. Alors, donc moi, je suis psychothérapeute, sachant que à la base, j'étais plutôt un chef d'entreprise qui a beaucoup travaillé dans le bâtiment. Et puis, à la suite d'un burn-out et puis des choses assez compliquées dans ma vie, j'ai suivi une psychothérapie qui m'a passionné, autant en tant que client qu'observateur. Et du coup, je me suis formé. Et puis, c'est vraiment toute une série de techniques qui vraiment ciblent les traumas complexes particulièrement. Et dans mon parcours, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était souvent survolé, on n'allait pas en profondeur. Et là, ces outils-là, qui venaient surtout des États-Unis, permettent vraiment une prise en charge complète, holistique, on dirait, et qui permet d'avoir des résultats assez bluffants. Ok, super. Alors tous les deux, vous intervenez dans le podcast pour parler de quelque chose qui est très important, qui n'est pas forcément toujours mis en avant dans le paysage médiatique, dans l'univers de l'armée et de la défense, c'est tout ce qui touche aux blessés des armées et aux soldats blessés, aussi bien physiques que psychiques, même si je pense qu'on va le voir, c'est toujours c'est assez lié, c'est assez imbriqué. Euh, avant de commencer cette discussion, je vous rappelle à tous que sur notre site internet, nous avons plusieurs articles. Notamment, on a fait une petite analyse du plan que veut mettre en place le plan blessé 2023-2027, que mettre en place le ministère des Armées, qui intervient dans le cadre de la LPM, hein, la loi de programmation militaire,
Euh, je vous invite, je vous mettrai un lien en description de l'épisode pour aller lire cet article. Déjà, Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Julien, et peut-être comment t'en es venu à faire ces consultations et qu'est-ce que tu as retiré de tout ça? Bon, en fait, mon rencontre avec Julien, ça a été, je crois, en 2022 de mémoire. Oui, c'est ça, tu confirmes. C'est bien simple, hein. Moi, lorsque j'ai été blessé en 2010, voilà, j'ai eu un séjour qui était quand même relativement court sur Percy. Je suis resté 15 jours sur Percy. J'avais déjà eu 2 opérations sur Kaboul et j'ai eu une autre opération ensuite sur Percy. J'avais refusé de toute façon les soins, une assistance quelconque en suivi psy lorsque j'étais sur Percy. Parce que voilà, moi j'estimais que il y avait uniquement un trauma, comment dire, euh, au niveau de la main, mais sur le plan psychologique, je me sentais bien. J'avais qu'une envie, c'était de retourner à l'activité. Voilà, donc j'ai minoré entre guillemets cet aspect-là. On m'a laissé toute la liberté de repartir en laissant la porte ouverte. Et ça a été, j'allais dire, 2 ans plus tard, vraiment l'événement phare, ça devait être aux alentours de 2013, où j'ai ressenti qu'en fait, psychologiquement, il y avait des choses qui n'allaient pas. J'avais des changements comportementaux qui m'étaient essentiellement énoncés par ma conjointe de l'époque. Et puis, malgré ce qu'elle me disait, même moi, je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai eu un suivi au SMPCA de Percy, donc le service médico-psychologique de l'hôpital Percy, qui a été dirigé à l'époque par la personne qui m'avait en charge, c'était Marie-Dominique Collas, qui a vraiment fait un travail, comment dire, fabuleux avec moi. Mais j'avais besoin en fait d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que dans mon travail au sein du CPA10, moi j'ai toujours eu à cœur, alors je pense que ça c'est un trait personnel, de comprendre les choses et d'aller au fond des choses pour savoir comment tout fonctionne, sur des systèmes informatiques ou d'autres choses. Et en fait, à partir du moment où on me dit que j'ai un syndrome de stress post-traumatique, en fait, j'avais besoin de comprendre exactement ce qui en découlait, quel était exactement le traumatisme, quelle région du cerveau ça touchait, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi est-ce que j'avais du mal à gérer mes émotions. Et en fait, ça a duré quand même pas mal d'années, parce que donc l'accident en 2010 et donc j'ai vu Julien en 2022. Je faisais des recherches très régulières en fait sur Internet et aussi sur YouTube pour voir justement comment les gens abordaient le PTSD, parce que c'est un sujet qui dans les années 2015-2016 est arrivé énormément au cœur des médias. Et il y a vraiment une prise en charge par la défense de cette situation-là. Et je suis tombé donc sur des vidéos de Julien sur sa page YouTube que j'invite entre guillemets tout le monde à aller voir, avec un principe de whiteboard, c'est-à-dire c'est pas uniquement une élocution de sa part, c'est vraiment très imagé, facilement compréhensible, et il est rentré vraiment dans des explications dont j'avais besoin, à savoir comment fonctionnait mon cerveau et si on parle du point de départ, c'est-à-dire le trauma, comment est-ce qu'on bascule sur un traumatisme. J'avais vraiment la sensation de ne pas avoir traité la source. Lorsqu'on en a discuté pour préparer ce podcast ensemble, je faisais un petit peu la métaphore suivante, c'est-à-dire j'avais la sensation que mon suivi psy, c'était un petit peu de la mésothérapie, c'est-à-dire ça avait un effet qui durait 15 jours, un mois, mais au bout de 15 jours, un mois, en fait, les effets réapparaissaient. Et je ressombrais et j'avais besoin justement de retourner très régulièrement, entre guillemets, m'apaiser pendant des séances de psy avec Marie-Dominique qui duraient environ 1 heure. Mais j'avais pas la sensation réellement de contrôler la situation. Grâce à la rencontre avec Julien, et on a eu en tout et pour tout, je crois, 6 séances ensemble, on est vraiment rentré au cœur du sujet et on a pu réellement traiter les causes qui, en ce qui me concerne maintenant avec mon expérience, je pense, prend sa source dans notre parcours de vie au sens général du terme, et non pas sur un événement à proprement parler, c'est-à-dire l'accident et la blessure par balle en ce qui me concerne fin 2010. Voilà. Donc là-dessus, je laisserai sans doute Julien expliquer la différence, enfin, qu'est-ce que le trauma et qu'est-ce que le traumatisme, pour que les gens comprennent bien justement quelles régions du cerveau sont affectées, et puis ensuite on pourra discuter de la gestion ou éventuellement les effets ressentis au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire si, de ton point de vue, qui est-ce que ça concerne, combien de personnes ça peut concerner? Enfin, je veux dire dans le sens,
on pourrait penser que tu viens de dire qu'il faut différencier le trauma et enfin, l'événement traumatique, en tout cas, ce qui t'est arrivé, puis un- l'autre trauma un peu au long terme, en fait, en quelque sorte, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe au quotidien, quand tu fais ce genre de métier. Alors toi, dans les forces spéciales, mais peut-être que ça fonctionne aussi pour fonctionne malheureusement, on va dire, pour les gens dans l'armée régulière, tu vois. Euh, Est-ce que du coup c'est quelque chose qui concerne tout le monde dans l'armée ou un type de militaire ou... Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, moi, les propos là dans le cadre du podcast sont mon analyse personnelle et ne sont pas, entre guillemets, une analyse, j'allais dire, générique par un professionnel, hein. Mais moi, de toute façon, je pense que l'on soit civil, que l'on soit, comment dire, militaire dans un régiment du génie, par exemple, ou au sein des opérations spéciales, je pense que personne n'est à l'abri de ce genre de traumatisme. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'à aucun moment, je pense, dans le podcast, je parlerai des opérations spéciales, parce que l'exposition peut être exactement la même pour n'importe quelle unité, n'importe quel régiment, quoi. Là-dessus, pour moi, il n'y a aucun lien en fait entre l'un et l'autre, quoi. Alors, du coup, Julien, quand t'as quelqu'un comme Jérôme en face de toi en consultation, c'est quoi les démarches de ton côté comment tu bosses? Alors, je vais te répondre. Je vais juste revenir sur ce qui a été dit. Je vais te répondre. Donc, pour recontextualiser, hein, il a parlé des vidéos. Donc, je pense en 2018-2019, à force de rencontrer des gens qui avaient des traumatismes et qui pouvaient être très durs avec eux-mêmes, qui se trouvaient anormales, qui se trouvaient bizarres, euh, j'ai cherché à quelque part démythifier le traumatisme et à expliquer que c'était avant tout quelque chose de mécanique, de logique et de normal. Et donc, par rapport à mes différentes lectures, j'ai décidé de baser un certain nombre de vidéos sur un livre qui était vraiment très important, qui s'appelle Le corps n'oublie rien, de Bessel van der Kolk, qui est un professeur d'Harvard, qui dirigeait des trauma centers aux États-Unis. Et en fait, j'ai repris son bouquin et je l'ai transposé en vidéo très simple, très didactique, pour expliquer la mécanique euh, du traumatisme. Et donc c'est ces vidéos-là que Jérôme a vues et il m'a contacté à la suite du visionnage. Et en fait, donc là, je vais répondre à ta question. Euh, la première chose à faire, c'est d'expliquer à la personne que ce qu'elle vit, c'est normal, que son comportement a été modifié, mais que cette modification, c'est pas de la folie, c'est pas de l'anormalité, mais c'est, en gros, il y a eu un trauma, et ce trauma va incrémenter les mémoires du cerveau et va modifier le comportement parce que le cerveau, il a appris une leçon. Voilà, dans certains cas, c'est que je suis mortel et je peux me balader dans la rue et je peux recevoir une balle. Bon, même si je sais que je suis en opération, là, on touche le concret. Et en fait, à partir de là, bah, par exemple, le cerveau peut dire la vie, c'est dangereux. Donc, à partir de là, la personne va développer des comportements d'hypervigilance et s'attend à trouver un sniper à n'importe quel coin de rue. Et donc, on va avoir une modification du comportement. Voilà, c'est vraiment une incrémentation par rapport à un fait euh, nouveau rencontré. Et c'est le mécanisme global du traumatisme, hein. Il faut bien comprendre que le traumatisme est une réaction normale du cerveau face à quelque chose que la personne rencontre, qui est dangereux, voire mortel. Et donc, je fais une leçon qui est indélébile dans mon cerveau. Et c'est entre autres ce que je montre dans les vidéos, c'est-à-dire que la mémoire traumatique est une mémoire intemporelle. C'est-à-dire que le cerveau, il ne la date pas. Ce qui fait que, quelque part, cette balle ou cet accident de voiture ou cette violence, bah, pour cette mémoire-là, elle est permanente, elle est intemporelle. C'est-à-dire, je me lève le matin, on peut me tirer dessus. Je me couche le soir, on peut me tirer dessus. Et donc, cet apprentissage, je dirais dans la plupart des cas, ça sauve des vies.
parce que c'est comme ça qu'on a peur du vide, qu'on a peur des animaux sauvages, qu'on a peur de certains insectes. C'est le même mécanisme, mais sauf que là, bah, quand c'est sur des faits vraiment spécifiques, bah, ça fout la vie en l'air, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu arrives à soigner ça, ou si tu peux parler, est-ce qu'on peut parler de guérison? C'est vrai que ça, c'est quelque chose, euh, je crois qu'un des invités en avait parlé d'ailleurs dans le podcast, quelqu'un qui avait dit j'ai eu un syndrome post-traumatique, j'en suis guéri. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'avait fait tiquer à ce moment-là, que je voulais demander, je crois que je l'ai pas demandé, mais est-ce que c'est possible qu'on guérisse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a toute sa vie? Alors, je vais répondre, la réponse va être facile pour moi. C'est que je ne suis pas un médecin, donc j'ai pas le droit de parler de guérison. Tout le vocabulaire médical m'est interdit. Donc, voilà, je me débarrasse de ce problème-là. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que euh, le travail qu'on fait descend très profond dans la mémoire. C'est-à-dire que quand un adulte est choqué, quand il a un trauma, la plupart du temps, quasiment tout le temps, il y a des exceptions bien évidemment, la plupart du temps, on va plus tomber dans ce qu'on appelle un retrauma. C'est-à-dire que le cerveau a déjà enregistré un certain nombre d'informations de type traumatique et l'événement qui va arriver à l'adulte va réenfoncer toutes ces mémoires-là avec une impression encore plus forte. Donc, le travail thérapeutique, en fait, c'est rarissime qu'on parle du trauma. La personne vient me voir pour un trauma. Je suis même pas sûr avec Jérôme qu'on ait travaillé, qu'on ait travaillé l'incident. Il est venu me voir parce que voilà, j'ai pris un tir. Je suis pas sûr qu'on ait travaillé ça. Par contre, on a travaillé tout ce qu'il y avait autour qui, euh, qui avait des racines très profondes dans l'enfance. Donc, on va pas chercher l'enfance, hein, la personne, c'est pas de la psychanalyse où la personne raconte son enfance, c'est pas du tout ça, parce que là, on reste à un niveau vraiment intellectuel. Non, non, on va travailler, on va partir du présent. Donc, qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Pourquoi tu viens me voir? Qu'est-ce qui va pas? Bon, bah, je sais pas, moi, par exemple, je me mets très vite en colère. Ok. Donc, elle part de ce segment de présent. Ok, tu te mets très vite en colère et en fait, on va le regarder vraiment sous tous les aspects. Et souvent des aspects émotionnels, voire physiques, de ressenti. Et ça va permettre de descendre petit à petit dans des méandres, dans des dangers, dans des émotions. Euh, dans des ressentis de solitude, des ressentis de peur de trahison, de peur d'abandon. Hein, on est toujours dans les grandes blessures qui sont connues. Et, et petit à petit, bah, on va descendre comme ça, et puis il y a un moment où ça va éclairer une mémoire. Hein, et la personne va dire, bah, ça me rappelle quand j'étais petit, où à chaque fois qu'il m'arrivait un truc, tout le monde se foutait de ma gueule. Bah là, hop, et bah, ça explique la colère. Et en fait, quand on va vraiment toucher cette mémoire d'origine, hein, qui est très proche du trauma, et ben là, on va faire une sorte de dissociation et on va appliquer à cette mémoire traumatique le soin qu'il a manqué à l'époque. Et donc, c'est vraiment ce travail de dissociation de l'adulte qui prend soin de ce qu'on pourrait appeler son enfant intérieur et qui va appliquer bah, le soin qui a manqué à cette époque-là. Mais en fait, ce travail-là, ça va permettre au cerveau de redater. C'est-à-dire il a en même temps en conscience un adulte et un enfant. Et le fait qu'il voit d'un côté un adulte, d'un côté un enfant et l'adulte qui s'occupe de l'enfant, ben en fait, ça va refaire des connexions dans le cerveau qui va permettre au cerveau de dire, ah oui, ça c'est ce qui m'est arrivé, mais je ne suis plus cet enfant. Et donc, c'est tout un protocole qui a été mis au point, entre autres, par Richard Schwartz à travers l'IFS, qui va permettre de reconnecter. Donc, il y a vraiment cette descente. Hein, on descend dans la mémoire, on prend soin de la mémoire et on ramène cette mémoire dans le présent. Et tout ce travail-là permet de refaire des connexions dans le cerveau qui fait que la personne ne va pas oublier ce qui lui est arrivé, mais elle va le voir avec quelque chose avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup moins amalgamé. Il y aura beaucoup plus de recul et elle, elle va sentir dans son corps que ça, c'est ce qui lui est arrivé, mais c'est fini.
Et c'est vraiment ça. Alors, ça va pas forcément changer grand-chose au niveau des pensées, au niveau des mémoires. Je vais toujours me souvenir que j'ai été blessé, je vais toujours me souvenir que j'ai peur, je vais toujours. Donc, ces choses-là, ça va pas forcément beaucoup changer. Par contre, ce qui va énormément, énormément changer, c'est les comportements. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de sérénité, il y a beaucoup plus de détente. La personne est beaucoup plus capable de se connecter. Hein, pendant les séances, il y a énormément de connexions, énormément de liens. C'est quelque chose que je travaille énormément. Ce qui fait que la personne traumatisée est plus dans une bulle. Elle est plus ouais, elle est plus dans sa bulle protectrice. Elle va pouvoir se connecter aux autres et puis bah, revivre, tout simplement. Non, 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 alors moi, je suis pas médecin et je peux pas dire si on peut réellement guérir du PTSD. Moi, je pense qu'on apprend à vivre avec. Je pense qu'on peut améliorer les choses grandement. Et d'ailleurs, ça a été la raison pour laquelle je t'ai sollicité parce que moi, le travail qui a été fait avec Julien, et ça n'a pas duré des années, hein, ça m'a amené vraiment à guérir, entre guillemets, profondément de certains maux. Et ça m'a beaucoup aidé justement bah, à passer le cap et à vivre pleinement, entre guillemets, une vie normale. Hein. De là à dire qu'on peut en guérir, j'en sais strictement rien. Et là, je reprends exactement ce que me disait Marie-Dominique Collas du SMPCA, c'est que selon elle, voilà, un PTSD sur un événement qui est arrivé en 2010 peut se révéler en 2030, c'est-à-dire près de 20 ans après. Là-dessus, on n'est pas à l'abri d'une rechute, au même titre qu'une personne qui n'a jamais développé de PTSD durant sa carrière peut développer un PTSD près de 20 ans après. Voilà, là-dessus, je n'ai aucune certitude. Voilà, moi, je pense que le terme de soyons vigilants, apprenons, entre guillemets, à analyser nos comportements, à analyser nos réactions, et si vraiment il y a certains comportements qui surgissent à nouveau, ben, faisons en sorte soit de reconsulter, soit d'amoindrir éventuellement les effets par différentes techniques, quoi. Voilà, mais en tout cas, moi, la technique qui a fonctionné, entre guillemets, dans mon cas, ça a été l'approche que j'ai eue vis-à-vis de Julien, ça c'est sûr. Je me permets d'intervenir. Ce que dit Jérôme est juste énorme, mais il s'en rend pas compte. Mais euh, la, la, la grande différence après une prise en charge efficace, encore une fois, je ne vais pas parler de guérison, mais la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, Jérôme, il est capable de dire quelque chose que quelqu'un qui est en plein dans son SSPT ne dira pas. C'est que si ça va pas, je sais que je peux compter sur quelqu'un. Ça, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en prise à son trauma, il se sent infiniment seul. Il est dans sa bulle, il se sent pas compris, il se sent rejeté, il va y avoir toutes ces blessures qui vont le torturer et il ne sait plus vers qui se tourner. Il y avait cette étude que j'avais lue. Je me demande si dans le bouquin Bessel-van-der-Kolk on parle pas aussi de ça. Euh, il a été observé après, quand il y a des attentats avec beaucoup de monde ou quand il y a des catastrophes naturelles. Globalement, il y a deux types de comportements chez les gens qui se relèvent. Après ça, il y a celui qui se relève, qui commence un peu à réaliser et qui va le plus vite possible rentrer chez lui. Et là, qu'est-ce qu'il cherche à ce moment-là? Il va chercher ce qu'on appelle la corrégulation, c'est-à-dire qu'il va chercher parmi les siens de la sécurité, du je te vois, du je suis avec toi, je te protège. Donc ça peut être sa femme, ses gamins, son chien, sa maison, sa bagnole. On s'en fout. Le mec, il sait qu'il a une base de sécurité vers laquelle il veut retourner le plus vite possible. Donc ça, c'est le premier comportement. Celui-là, il ne fera pas de syndrome de stress post-traumatique. Il y a très peu de chances. Par contre, le deuxième type de comportement, bah, globalement, c'est celui qui se relève et qui tourne en rond. Et lui, il ne sait pas où aller. Parce que lui, il n'a pas fait, justement, hein, là on parle de l'enfance, il n'a pas fait d'expérience de base sécure dans l'enfance. Et donc, il tourne en rond, il ne sait pas du tout où aller. Et lui, il ne sait pas que, alors intellectuellement, il peut peut-être le savoir, parce que ça, c'est des choses qu'on apprend, mais dans son corps, dans ses émotions, il se sent seul.
Et du coup, bah, j'ai personne où aller. Et c'est là où on voit justement la réaction de Jérôme qui dit, bah, si ça va pas, je vais consulter, je sais, bon, bah, si je peux voir Julien, j'irai voir Julien, sinon j'irai voir quelqu'un d'autre, mais je sais dans mon corps que je peux m'appuyer sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment la différence. Alors, du coup, ça me permet de poser une question à Jérôme sur. Ça semble un peu antinomique avec le concept de l'armée où on t'apprend dès ton plus jeune âge, enfin, dès que tu arrives dès tes classes, on t'apprend que t'es jamais seul, que t'es tout le temps avec quelqu'un. Dès que tu arrives, tu as un binôme, tu es dans un groupe, une section, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un soldat blessé, du coup, peut arriver à ce genre de réaction euh, Déjà, toi, avec ton expérience, est-ce que c'est un truc que tu as pu expérimenter aussi? Comment ça s'est passé pour toi là, après la blessure au sein de l'armée? En fait, moi, l'analyse que je fais sur mon parcours, qui encore une fois n'est peut-être pas le même pour tous, c'est qu'à l'origine, en fait, il y avait un trauma, c'est-à-dire la blessure pas balle, l'opération, voilà, la perte complète de l'auriculaire, la perte de sensibilité, toutes ces choses-là, 7 mois de rééducation que moi j'ai décidé de faire à domicile, hein. Moi, je voulais pas rester à Percy parce qu'en fait, j'estimais que l'environnement entre guillemets blessé, malade me correspondait pas. Moi, j'avais envie d'être du domaine des vivants, en fait. Tu vois, il était hors de question pour moi de rester X mois, parce que tu vois, j'ai eu 7 mois de rééducation en tout. Il était hors de question de rester 7 mois dans tu vois, le premier terme qui me vient, c'est ce mouroir, hein. Je suis désolé pour le terme employé. Mais en fait, j'avais besoin comment dire, de ne pas m'identifier comme blessé, comme amoindri. Tu vois, j'avais envie de revenir, reprendre un bol d'oxygène. Tu vois. Ça a été ma première réaction. Et d'ailleurs, lorsque je suis retourné à domicile, tu vois, et pour autant, j'avais des fixateurs externes au niveau de la main. Directement, je suis retourné à la salle et j'allais là-bas et je faisais des tractions où je travaillais avec mon index et mon majeur. Voilà, fallait que je retrouve une activité pour en fait reprendre possession pleinement de ma vie et de me dire, bah, Jérôme, tu n'as pas changé, quoi. Tu vois. Et je me sentais pas dévalorisé par ma situation. Mon image personnelle n'était pas dévalorisée non plus. Tu vois, j'avais besoin de retrouver énormément confiance. Ça a été réellement ma réaction. Malgré tout, l'effet de bord, là-dedans, et dans ce que je vais dire, il n'y a vraiment aucun jugement. Tous les gens que j'avais au téléphone, moi, je gardais, entre guillemets, mon l'attitude qu'ils me connaissaient, c'est-à-dire avec de l'humour, avec un ton sarcastique qui m'est très, très personnel. Donc en fait, les gens ne sentaient pas en fait que j'étais en détresse. Sauf que durant les 7 mois, concrètement, j'ai eu 2 visites à mon domicile et j'étais à 1 heure de mon unité, toi. C'est-à-dire qu'il y avait concrètement 110 kilomètres qui nous séparaient. Bah toi, ça a été le premier manque. Je me suis senti complètement détaché en fait de ma famille militaire et ça a été très très compliqué. Lorsque je suis retourné à l'activité en août 2011, voilà, les stages qui étaient prévus pour moi, le premier rendez-vous avec le C2 à l'époque, on m'a dit, bah, écoute, Scoob, les stages qui étaient prévus pour toi, ben, écoute, on les arrête, tu vas te reposer, tu vas sortir de ton groupe. Donc là, deuxième effet qui se coule, toi, je me retrouve détaché de ma famille très proche, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'étais chef de groupe CTLO, on était 15 personnes, on vivait tout le temps ensemble. Le groupe était en plus rentré d'opération et je me trouvais en fait à être dans un bureau. Euh, sur le coup, lorsqu'on m'a dit on va te détacher, on va te mettre à la cellule études et prospectives de l'unité, ça m'a pas paru quelque chose de, comment dire, qui allait me blesser. Tiens, j'ai acquiescé la décision du commandement, ça me dérangeait pas sur l'instant, puisque j'avais encore une orthèse à l'époque. Donc j'estimais en effet qu'il me fallait un petit peu de temps. Sauf que ce temps a énormément duré. Les réactions, entre guillemets, avec mon précédent groupe, et je leur en veux pas du tout, parce qu'eux étaient pris dans tout ce qui était MDC, entraînement, projection à l'étranger. Donc en fait, ils avaient plein d'autres choses à gérer. Et encore une fois, mon attitude, on est dans un milieu, entre guillemets, on va dire, de mal alpha, où bah, on minore énormément nos émotions entre nous. Rien n'était palpable dans mon attitude pour sentir que j'étais dans une quelconque détresse. Et ça a été un petit peu comment dire, l'erreur majeure peut-être qui a été faite, mais je pense que tout le monde dans ce milieu-là est amené à la faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie
de s'ouvrir aux autres et le matin au café à 8 heures, d'avouer nos faiblesses et dire, voilà, en ce moment, ça va pas et j'ai la sensation de sombrer. Parce que c'est pas dans notre ADN. Tu vois, on a dans le cursus de formation et même ensuite dans le milieu opérationnel, voilà, tout est géré, tout est organisé, tout est planifié. On est dans une gestion permanente de tout notre environnement. Et en fait, même nos émotions et notre attitude, en fait, elle est gérée en permanence parce qu'entre guillemets, c'est notre survie. Et je me suis jamais réellement ouvert. En fait, je n'ai fait que subir, entre guillemets, diverses attaques qui étaient pas mal intentionnées à l'origine. Et j'ai un exemple qui me vient en tête, tu vois, de mon adjoint à l'époque et qui avait donc pris chef de groupe, qui souhaitait que je vienne, et ça, il me l'a dit à X reprises, vider mon casier qui m'appartenait dans le bureau du groupe. Et je me souviens d'une fois où je lui ai dit, et j'ai aucun problème à te dire que lorsque j'ai parlé avec lui, j'avais les larmes aux yeux tellement ça pouvait m'affecter. Et je lui ai dit, écoute, ça me fait du bien en fait d'avoir encore mes affaires dans le bureau parce que j'ai jamais pris la décision, moi, de quitter en fait ce groupe. Et toi, j'avais besoin en fait de me sentir encore, d'avoir encore ce sentiment d'appartenance au groupe parce que pour moi, c'était quelque chose qui m'apportait de la satisfaction, qui me rassurait, voilà. Et toi, c'est des petites choses. Moi, je me souviens sa surprise au moment où je lui ai dit. Bah là, il était complètement à genoux, tu vois. Il se disait, bah écoute, je pensais pas que. Mais en fait, il y a beaucoup de je pensais pas que autour du blessé. Beaucoup de gens qui, malheureusement, ont des comportements qui ne sont pas adéquats parce qu'on ne sait pas parler à un blessé, on sait pas, on se fie énormément à l'enveloppe entre guillemets du blessé, mais malheureusement, on prend jamais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour se mettre autour d'un café dans l'institution militaire, tomber les grades et dire voilà, Jérôme parle à Lionel et vas-y, concrètement, ta vie au quotidien, à la maison, comment ça va, comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu vis bien la situation, toi, vraiment aller au cœur des choses. Et ça, c'est des choses, si éventuellement des gens de l'institution militaire écoutent ce podcast, hein, je pense que c'est des choses qu'il faut faire. Tu vois, au même titre que l'accueil d'un blessé, ça doit être quelque chose qui doit être préparé, qui doit être planifié. Ça se fait pas comme ça. Tu vois, la personne, elle sort d'une expérience où elle se retrouve un petit peu entre le monde des morts et le monde des vivants, tu vois. Elle a la sensation d'être sortie d'une épreuve qui aurait pu être beaucoup plus dramatique que ce qu'elle n'est. Et la personne, on l'accueille à l'entrée de l'unité et 30 fois, 50 fois dans la journée, il va re-raconter à chaque collègue, entre guillemets, bah, ce qu'il a vécu, comment ça va. Et toi, déjà, le phénomène de reviviscence, là, déjà cette première journée, moi, j'en ai un souvenir comme une journée très, très éprouvante sur le plan émotionnel, parce qu'en fait, tu ne fais que ressasser, 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 ressasser. Et moi, comme je l'avais dit d'ailleurs au commandement, j'avais dit, moi maintenant, avec ma perception de la situation, est-ce que l'on est à 1 heure près, j'allais dire, dans les activités de la journée pour accueillir la personne au niveau de la salle d'honneur ou au niveau du bar, et à ce moment-là, d'avoir un mot d'accueil du patron où toute l'unité est rassemblée, et à ce moment-là, ne serait-ce qu'applaudir la personne pour lui dire à quel point on est content qu'elle soit sortie de tout ça. Toi, et ça, je pense que c'est des choses qui permettent à la personne de se sentir encore agglomérée au groupe, reconnue par le groupe, et pour moi, c'est le début de la cicatrisation profonde, toi, je te dis tel que je le ressens, mais je pense que c'est t'es pas un inconnu qui revient de perme, t'as été quand même blessé lors d'une opération, et je pense qu'un accueil tel que celui-là permet d'avancer, quoi. Il permet d'aller mieux, ouais. Mais après, des exemples comme ça, il y en a des tonnes, quoi. Il y en a des tonnes. Ouais, tu veux dire qu'il y a quand même il y a beaucoup cet aspect les autres quoi. Enfin l'environnement, il y a un travail qui a à faire sur toi, ce que disait Julien là tout à l'heure, en allant jusqu'à creuser dans le passé, en te connaissant, mais il y a aussi l'environnement dans lequel tu es, comment les gens vont réagir. En fait, il y a une chose avant que Julien rebondisse là-dessus. Euh, Il y a quand même une chose, toi, moi, dans mon cas, qui a été très important, et je pense que dans ce témoignage-là, beaucoup de blessés se reconnaîtront. Moi, c'est ce que j'ai appelé, en fait, la dépénalisation de l'erreur. Ce que j'appelle la dépénalisation de l'erreur, je ne vais pas revenir sur les circonstances de ma blessure, mais quelque part, je me suis pendant très longtemps posé la question qui était la suivante, c'est est-ce que je suis responsable de ma blessure ou est-ce que c'est
le cours normal, entre guillemets, de la vie. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'erreur de procédure, je me suis pas surexposé, les choses ont été faites comme elles devaient être faites, et tu n'as pas à t'en vouloir sur le plan professionnel. Tu vois. Et ça, malheureusement, moi, je me suis poignardé pendant des mois et des mois à me dire, tiens, je suis responsable de ma situation, et je veux pas trop déborder parce que je sais que Julien voulait réagir. Mais ça crée en fait un énorme contraste, tu vois, entre l'image qu'a l'institution des blessés, éventuellement les unités ou les régiments, où ils mettent beaucoup les blessés en avant. Et moi, quelque part, j'avais un sentiment un petit peu de honte en fait de cette situation-là. Et pour moi, c'était un costume que j'avais pas envie d'endosser. Tu vois, moi, j'avais envie de revenir à la vie normale, quitte à revenir en groupe action, et éventuellement reprendre le lead d'un groupe action. Mais tu vois, j'avais pas envie d'être dans cet entonnoir-là, quoi. Voilà, parce que de toute façon, moi, je n'acceptais pas cette situation de blessé, quoi. J'aimerais j'ai- j'aimerais réagir à ce qui a été dit. Déjà, à ce que tu as dit, Fred. Tu dis, dans l'armée, on apprend qu'on n'est jamais seul. Euh, je dirais que, alors ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est mon observation de thérapeute euh, avec les militaires avec qui j'ai travaillé. Je dirais, ouais, tant qu'on va bien, à l'armée, on se sent jamais seul. Par contre, quand la force d'un groupe, alors je vais très mal le dire, mais c'est de cultiver ce sens de l'invulnérabilité. Et on est ensemble, on est fort. Et le problème, c'est quand il y en a un là-dedans qui se fait blesser, bah, il donne une image lui, il n'a pas été fort par rapport à la logique qui a construit ce groupe-là. Et, et du coup, on a un phénomène qui est tout à fait normal et qu'on rencontre partout, hein. Euh, bah, on a un phénomène de rejet de la personne blessée. Mais ça, on a ça quand quelqu'un a été blessé dans la vie normale, qui a un accident ou qui a été agressé, il a toujours ce sentiment de faire chier tout le monde avec ce qui lui est arrivé. Donc, on a toujours ce réflexe-là. Mais dans le cas de l'armée, c'est encore plus grave parce qu'il y a un contrat moral. C'est qu'on est là les uns pour les autres. Et donc, dans la plupart, sinon tous les témoignages, il y a ce sentiment d'abandon. C'est-à-dire, j'ai été blessé et je me suis senti abandonné par le groupe. Alors, par le groupe, par l'institution, mais il y a toujours ce sentiment d'abandon. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris l'exemple des catastrophes et de la réaction des gens. J'ai parlé de co-régulation. La co-régulation, c'est ce dont parlait Jérôme. C'est-à-dire que il a été pris en charge d'un point de vue technique, d'un point de vue médical, mais il n'a pas été co-régulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a fait ressentir le fait qu'il était vu, qu'il était rejoint, qu'il y avait du lien. Je suis avec toi. Voire même de ce qu'il raconte, et ce qu'on connaît, je dirais même dans n'importe quel hôpital, hein, c'est ce mouvement. C'est-à-dire qu'on va rencontrer sans arrêt une tête nouvelle, quelqu'un de nouveau, on va raconter son histoire, il n'y aura pas de corrélation, il y aura juste une prise de données informatives, et il n'y aura jamais cette corrélation. Il faut bien comprendre que pour, pour le cerveau humain, d'être blessé, d'être prédaté, d'être une proie, c'est acceptable. Voilà. L'humain a cette particularité, hein, il peut être autant une proie qu'un prédateur. Et donc, en tant que proie, d'être prédaté, le cerveau, il peut l'accepter. Je dirais comme un mammifère. Un mammifère, une proie qui a été attaquée, elle va pas forcément développer des syndromes de stress post-traumatique. Sachant que par ailleurs, on peut faire des syndromes de stress post-traumatique sur des animaux. Mais dans la nature, ça arrive assez peu. Pourquoi? Parce que la proie a toujours un troupeau qui va la co-réguler. Par du toucher, par du léchage, l'animal blessé va être au milieu du groupe. Voilà. Bon, bah chez les humains, c'est la même chose. Alors bien sûr, c'est plus évolué, mais l'humain, et encore plus l'enfant, un enfant qui tombe par terre, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se mettre à sa hauteur, il faut lui dire je suis avec toi, oh là là, qu'est-ce que ça doit faire mal.
Donc, validation du ressenti. Est-ce que je peux t'aider? Et je me mets à sa hauteur. Je dirais, le militaire, c'est un enfant qui a grandi. Et donc, c'est la même chose. À partir du moment où il y a ce trauma, donc cette blessure, il faut qu'il y ait une corrégulation qui permette à son esprit de s'apaiser. Voilà, de dire, je suis avec les miens. Et ce que témoigne Jérôme, et ça c'est pareil, c'est quelque chose de très très commun, c'est à partir du moment où la corrégulation se fait pas, il y a un manque dans le cerveau. Il y a un truc qui déconne. Il y a une forme d'incohérence. Parce que j'appartenais à un groupe, maintenant j'appartiens plus à un groupe. Paf, ça s'effondre à cet endroit-là. En fait, qu'est-ce que va faire la plupart des esprits? Il va aller chercher euh, un mécanisme. Là, dans le cas de Jérôme, hein, ce qu'il a très bien évoqué, ça s'appelle une croyance. Une croyance, ça sert à mettre du sens là où on perd du sens. Et c'était quoi sa croyance? Ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute. Voilà. Et cette culpabilité qu'il a évoquée, en fait, cette culpabilité, elle va venir justifier le fait qu'il n'y ait pas eu de corrégulation et le fait qu'il se sente rejeté. Et ça, ça typiquement dans les traumatismes, la culpabilité, ça vous pourrit la vie. Et en gros, ça va ruminer, ça va ruminer, ça va ruminer. Au bout d'un certain temps, je suis qu'une bonne merde, je suis qu'une grosse merde et je suis bon à rien. Et puis là, il y a tout ce qui s'écroule et la vie n'a plus de sens. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très commun. Et tu vois, pour compléter ce que tu dis, Julien, moi j'ai souvenir un soir, c'était le C1 de l'unité à l'époque. J'étais au bureau, je pense autour de midi, et il me dit, écoute, il y a le GECOS à l'époque qui passe à l'unité aux alentours de 18h, est-ce que tu peux être présent? J'ai dit, bon, je suis responsable de la cellule études et prospectives, bon, peut-être qu'il veut qu'on présente les projets, toutes ces choses-là. Et en fait, non, pas du tout. Tu vois, on était réunis au niveau du bar de chez nous, et la personne reçoit le général, et il dit, je lui présente Scoob, qui a été blessé sur l'opération Géol 3. Moi, ma première réaction face à cette présentation-là, ça a été de dire au général comme ça, hein, de but en blanc, et c'est exactement comme ça que je l'ai dit. J'ai dit, vous savez, mon général, j'ai d'autres qualités que celle-là, quoi. Tu vois? Parce que pour moi, présenter une personne avec un parcours opérationnel, entre guillemets, complet, tu peux expliquer que la personne est arrivée en telle année, qu'elle était chef de groupe, qu'elle a telle qualification, et malheureusement, il a été blessé l'année dernière sur l'Afghanistan. Et toi, à la rigueur, ça vient terminer la présentation. Mais quelque part, les qualités humaines de la personne sont mises en avant, ses qualités professionnelles aussi, et non pas, entre guillemets, la partie la plus noire de son parcours, quoi. C'est-à-dire, tu n'es plus rien si ce n'est un blessé. C'est-à-dire, on t'a mis dans une case, et tu dois être reconnu pour ça, et les gens doivent te serrer la main et te faire des éloges. Alors que pour toi, quelque part, enfin, tout dépend de la cicatrisation profonde de la personne. Comment est-ce que la personne a absorbé justement cet événement-là? Est-ce que déjà, elle se sent blessée? Où est-ce qu'elle en est dans son parcours de cicatrisation profonde? Est-ce qu'elle est au top? Est-ce qu'elle est vraiment dans une phase où elle est à la limite de la dépression? En fait, on ne sait pas, quoi. Et je trouve que justement, ces erreurs d'appréciation de situation, malheureusement, peuvent être dommageables dans le parcours du blessé. Voilà, moi, mais je sais que c'est des choses qui, moi, à titre personnel, m'ont heurté. Voilà, ça m'a pas aidé, en tout cas, dans ma reconstruction personnelle, quoi. T'as répondu quoi, le GECOS? Je sais plus. Mon cerveau, mon cerveau a dû se mettre sur off à ce moment-là, tu vois. Non, 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 je me souviens de toi, non, de toi à moi, tu vois. En fait, plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette anecdote-là. Je me souviens plus exactement quelle a été sa réaction. Je pense qu'ensuite, on a enchaîné peut-être sur d'autres sujets. Mais c'était sur l'instant, toi, si j'en reparle maintenant, 13 ans après, c'est que ça m'a réellement affecté. Voilà, c'est le genre de choses où tu te dis, putain, en fait, je ne suis plus rien si ce n'est un blessé, quoi. Tu vois. Et quelque part, cette case-là, moi, j'en voulais pas. Toi, sur le plan, toi, j'ai été suivi par un chirurgien ortho de Percy qui a très bien fait son travail. J'ai bien récupéré, même s'il y a des choses que je ne récupérerai pas, mais en tout cas, ce qui était récupérable a été récupéré.
Voilà, pour moi, je voyais ma carrière continuer et sortir. Voilà, ça allait être non pas une anecdote, mais un épisode de mon parcours professionnel, mais pas entre guillemets la dernière page du livre, quoi. Ouais, et là, j'avais la sensation qu'en fait, c'était inscrit comme ça. Maintenant, tu es blessé et tu n'en sortiras plus jamais, tu vois. Voilà. Et puis, il y a voilà, des exemples, il y en a plein, tu vois. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la reconnaissance ou à ce besoin d'appartenance à un groupe. Moi, j'ai reçu la médaille des blessés. La médaille des blessés ne m'a pas été remise sur les rangs. On me l'a donnée au secrétariat de l'unité, tu vois, à titre d'exemple. Ouais, et c'est le genre de choses où tu te dis, ouais, c'est pas ce à quoi tu t'attends. Mais quelque part, au moment où on te la donne dans ces circonstances-là, tu as tellement le souffle coupé que tu dis, ouais, ben merci. En fait, ça vient confirmer tout ce que je pense de ce suivi en fait, du blessé où en fait, voilà, j'ai un peu la sensation, tu vois, il me semble que c'est une chose que j'ai déjà dit, j'avais eu la sensation de croire à cet esprit de famille et moi, je m'étais pleinement investi dans cette famille où on pouvait m'appeler le dimanche à 2 heures du matin pour aller faire les caisses et partir sur alerte. Mais quelque part, en fait, ce retour, entre guillemets, alors je ne demande pas aux gens de faire de l'assistanat, mais ce retour, entre guillemets, sur le plan humain, bah, quelque part, il n'y était pas, quoi. Voilà, et ça, je sais il y aura, on en reparlera, je pense, après. Ça a contribué à m'enfoncer et à me faire plonger, malheureusement, dans le PTSD. Mais je pense qu'à l'origine, si tous les paramètres extrinsèques, c'est-à-dire tout mon environnement, avait su comment interagir avec moi, je pense que les choses se seraient beaucoup mieux déroulées qu'elles ne se sont déroulées, quoi. Voilà. Il y a quand même une ambivalence qui est assez incroyable de voir que tout l'écosystème de l'armée, quand tu commences à connaître un petit peu les cérémonies, les trucs comme ça, on t'explique que tu vas jusqu'au sacrifice ultime, que même comment dire, dans le choix des héros, on va choisir des gens qui sont tombés au combat ou des gens qui ont été blessés, etc. En fait, dès ton plus jeune âge dans l'armée, on t'alimente avec ces discours. Et au final, tu te rends compte que il faut quand même avoir une image la plus clean possible. Tu vois, nous chez Défense Zone, on est des journalistes, donc on est en première ligne des communicants, donc on voit aussi comment l'armée communique pour faire en sorte qu'on montre le plus beau, le plus beau, le plus beau, le plus fort. Tu vois les campagnes de recrutement, tu vois jamais un mec blessé dedans, tu verras que des machines prêtes à tuer, quoi. Alors oui, c'est clair que ça sera compliqué de recruter des jeunes si tu montres des blessés, mais ça reste effectivement une composante humaine. Mais après, on peut se demander, est-ce que si il y avait cette composante humaine poussée, vraiment mise en avant, est-ce que tu penses qu'il y aurait des différences notables dans le métier, quoi, enfin dans la perception du métier? Est-ce que tu penses que ça fragiliserait l'armée? Parce qu'au final, peut-être que d'ailleurs, si des gens nous écoutent, peut-être qu'ils se disent ça, ils se disent oui, mais non, on peut pas montrer ça, on peut pas montrer la boutique de cette façon-là parce que ça va causer du tort à notre image, à notre morale. On parle de force morale, c'est pareil, tu vois, c'est l'ambivalence. Force morale, mais au final, force morale. Ouais, mais tu vois, Fred, à ce niveau-là, moi, c'est ce que j'ai un petit peu toujours appelé le SAV, quoi. Voilà, il y a un service après-vente à faire, quoi. Tu vois, malheureusement, euh, la sensation, c'est que le blessé est un peu le paramètre chiant, j'avais dit, hein, pour une unité, hein. C'est-à-dire que bah, le blessé parle, le blessé se plaint, le blessé a des attentes, le blessé, voilà, ouais, de toi à moi, hein, et d'autres camarades aussi, se sont déjà fait la réflexion à se dire, mais putain, à quoi bon avoir survécu à tout ça, quoi. Tu vois? Et c'est dommage d'en arriver à cette conclusion-là, hein. Moi, j'ai jamais été touché par aucune envie suicidaire, hein, je le dis tout de suite, mais régulièrement, je me suis fait la réflexion dans toutes les difficultés de reconnaissance de ma blessure, de parcours de soins, tu vois, avec les assureurs, avec les pensions militaires d'invalidité, les médecins experts, toutes ces choses-là, la sensation de quémander, la sensation de devoir se justifier en permanence. Et il y a un moment où malheureusement, tu vois, si tu empiles en fait tous les blocs, hein, bah, il y a un moment où malheureusement la conclusion, tu te dis, putain, est-ce que ça aurait pas été mieux si j'étais pas revenu, quoi. Tu vois, et c'est ça vraiment que je trouve dommage dans la gestion humaine, c'est que malheureusement, ben, c'est des déficiences du système
peut-être un manque de formation. Où, voilà, la gestion du blessé ne s'invente pas. La gestion même, et encore, si on parle de blessé physique, ça va. Si on parle uniquement de blessé psychique, c'est encore plus compliqué parce que gérer une personne et aborder une personne qui a perdu un membre éventuellement ou qui a des cicatrices visibles d'une blessure par balle, c'est une chose, mais prendre en charge une personne et lui accorder du temps alors que physiquement la personne est intacte, ça veut dire que le combat est encore plus difficile à mener, quoi. Tu vois. C'est, donc voilà, mais en tout cas, moi, tous mes propos concernant mon parcours sont uniquement là pour essayer d'expliquer quel a été le cheminement vers le PTSD, ce qui m'a amené à le développer, et en aucun cas un jugement. C'est-à-dire que tout un chacun, et moi le premier, dans notre manière des fois d'aborder les gens, on a commis des erreurs d'appréciation, on a commis des erreurs de jugement, on a commis des erreurs sur des termes employés et le champ lexical, lorsque l'on parle à un blessé, doit être mûrement réfléchi parce on ne maîtrise pas en fait toute la portée de nos propos sur la personne. Voilà, et ça, je pense que c'est des choses qui s'apprennent. Je pense que ça doit donner lieu à des formations au minimum pour les commandants d'unité pour pouvoir gérer ces cas-là, quoi. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon ressenti 13 ans après, quoi. Et si je pourrais compléter, je dirais que, alors c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais justement dans le cadre de mes vidéos, je suis régulièrement contacté par, non, je vais peut-être me gourer, mais je crois que c'est le C6, le protocole de l'armée israélienne Ouais, de le 6C, le 6C 6C, ouais, j'ai dans le désordre. israélien-américain. Ouais, c'est ça. Bah, là, tu vois, j'ai vu il y a 3 jours, il y a une femme qui fait des formations et je sais plus si c'est où est-ce qu'elle intervient, c'est au niveau du, de- de- du ministère des Armées françaises, qui m'a demandé de me servir des vidéos dans le cadre de ces formations. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui évolue de ce côté-là. Et c'est pas, je pense pas que ça soit incompatible. J'aurais même tendance à dire, c'est plutôt un signe de force que de savoir prendre soin de ses blessés. Donc, je ne pense pas que ça soit incompatible dans l'image de la vulnérabilité de savoir prendre soin efficacement du gars qui est blessé, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Enfin, je crois que tous les films américains, ça c'est peut-être caricatural ce que je vais dire, mais quand on voit la gueule d'un vétéran du Vietnam dans les films américains, ça donne pas envie. Ouais, mais encore, là, tu prends l'exemple américain. J'ai presque envie de te dire que qu'au final, bah si, parce que quand tu vois à quel point les Américains adorent leur armée et quand ils adorent leurs vétérans, ils vont mettre ça sur les plaques d'immatriculation, ils vont mettre des drapeaux sur la bagnole, des stickers partout. Et limite, ça a plus de classe. Enfin, tu vois, le mec, il sait. Alors, je pense qu'il n'y a pas autant de problèmes, mais vu qu'ils sont plus nombreux, il y a peut-être autant de problèmes qu'en France, de personnes qui décrochent. Mais, euh, mais mine de rien, le terreau est plus favorable parce que les gens aiment plus leur armée, parce que tu es plus considéré comme un patriote aux États-Unis quand tu dis que tu aimes ton armée qu'en France, où c'est pas trop la même logique. Donc c'est sûr que ça doit jouer quand même. Je crois que ça a pris du temps, hein. Après la guerre du Vietnam, il y a eu vraiment un rejet total de l'armée, hein. Euh, Moi, j'avais de la famille justement qui était militaire. Je les ai connus, enfin, je les fréquentais jusque dans les années 80. C'était pas forcément la joie. Ça a été après les années 80 où là, c'est remonté parce qu'il y a eu un gros travail. Mais non, il y avait vraiment quelque chose qui était pas. Donc oui, il y a toujours l'esprit patriotique. Je suis d'accord avec toi, mais il y avait quelque chose vraiment qui était sordide, quoi, qui était glauque. Et même, enfin, moi, me souviens, il y avait une honte, hein. C'était quand tu voyais justement les gars, on en voyait encore dans les années 80, la caricature, quoi, les cheveux longs, la barbe, le treillis et tout ça. On disait, t'as vu là-bas? Oui, mais lui, il lui arrivait quoi? Non, mais regarde là-bas. Il y avait vraiment cette gêne et cette honte. Et il y a eu justement un gros travail au niveau des trauma centers, entre autres, euh, où l'armée américaine s'est rendue compte que c'était enfin, que c'était une mauvaise politique, que c'était une mauvaise stratégie que d'ignorer ces problèmes-là.
et ils ont développé, enfin, il y a eu des partenariats, il y a eu vraiment un gros travail et il y a eu énormément d'argent et il y a toujours énormément d'argent qui va aux soins psychologiques des vétérans. Sachant que il y a 100 ans, 100 ans, ouais, une centaine d'années en arrière, ouais, un syndrome de stress post-traumatique chez les militaires, il fallait pas en parler. C'était limite, si on parlait de ces choses-là, euh, on disait le gars il est devenu fou, mais on disait pas la guerre l'a rendu fou. C'était interdit de dire ça. C'était limite la cour martiale. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux sur cette question-là. C'est le degré de... Alors pas du choc, ni du syndrome post-traumatique, mais la différence qu'il peut y avoir entre les personnes qui vont être victimes de ça ou qui vont être sujets à ça et qui ont pas eu le même rôle dans l'événement. C'est-à-dire que quelqu'un comme toi, Scoop, qui est issu des forces spéciales, qui a été blessé au combat, voilà, tu vas avoir potentiellement, quelqu'un va pouvoir avoir les symptômes que toi, mais en resté dans la tente de commandement ou en étant resté chez lui sans avoir touché un flingue de sa vie, tu vois, et en ayant eu ce problème. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que il y a des journalistes, par exemple, de guerre qui ont eu ce problème-là. Il y a des gens aussi qui étaient, je pense à ce documentaire dont j'ai oublié le nom du réalisateur, m'excusera. Je crois que c'est Le Souffle du Canon qui avait été diffusé sur LCP, qui avait été diffusé aux Invalides aussi par la CABAT et par l'armée de terre, où tu voyais justement dans un chalet près de Besançon des gens qui étaient des soldats qui étaient pris en charge par des thérapeutes, hein, comme toi Julien, et certains avaient été blessés au combat, et d'autres faisaient des travaux administratifs, et puis le jour où on leur annonçait la mort d'un camarade, ils sont complètement partis, quoi. Donc la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas en plus cet effet en plus de quelqu'un qui se sentirait même pas légitime de ressentir tout ça, en se disant il y a des gens qui ont fait plus que moi, tu vois, ou qui ont été plus courageux que moi et qui méritent plus que moi de la compassion au final. Est-ce qu'il y a ce phénomène? Peut-être, ouais, peut-être Scoop, si tu veux commencer. La question de la légitimité, même pour le blessé, elle se pose tout le temps, quoi. C'est bien pour ça que tout à l'heure, je te disais, à la rigueur, quelqu'un qui peut rattacher, comment dire, un SPT sur une blessure physique, je pense que c'est plus facile à accepter qu'une personne qui, malheureusement, ne peut pas le rattacher à une blessure physique. Ce que je veux t'expliquer, en fait, c'est que ben, la personne, je pense, se remettra davantage en question sur le fait qu'elle était faite pour ce métier-là, sur le fait qu'elle disposait bien de toutes les qualités pour faire ce métier-là. Mais malheureusement, si elle développe un SPT et qu'elle n'a pas été blessée physiquement, elle se dit, mais en fait, limite, je me suis menti toute ma vie, quoi. Et le, le résultat final, je pense, sera plus important sur le plan psychique que la personne qui a eu une blessure physique. Le, après, après la question de l'éloignement de la menace, là, quand tu parlais par exemple de la personne qui apprend le décès d'un camarade, toutes ces choses-là, de toi à moi, c'est pas des cas déjà que j'ai rencontrés, même si je suis en contact maintenant avec quand même beaucoup de blessés de toute armée. Mais voilà, je t'avoue que là-dessus, je reconnais ma méconnaissance et je ne pourrais pas te répondre malheureusement à cela. Enfin, je suis vraiment désolé. Et Julien, est-ce que tu peux nous parler peut-être au niveau du fonctionnement du cerveau? Est-ce qu'il y a des choses, des similitudes? Ou alors il y a vraiment des différences? Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun rapport entre un trauma, entre l'intensité d'un trauma et l'intensité du traumatisme. C'est-à-dire que tu peux avoir un petit trauma, voire un trauma invisible, et être complètement détruit. Et inversement, il peut arriver des choses très graves, euh, et finalement, il n'y aura pas un grand traumatisme. L'exemple le plus courant, qui est très observé, c'est l'accident de voiture. Il peut y avoir un accident de voiture,
va y avoir 3 personnes qui vont avoir les 3 mêmes blessures et il va y avoir des traumatismes totalement différents. Comment ça s'explique? Ben, je dirais c'est un peu comme une graine. Voilà, tu as 3 graines devant toi, tu vas en poser une sur un caillou, tu vas en poser une sur du sable, tu vas en poser une sur de la terre, ça va donner des plantes totalement différentes, voire même il y en a une qui poussera pas. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que le trauma, donc le choc, va se faire sur un terrain psychique déjà existant. Et c'est la nature du terrain psychique qui va complètement induire le syndrome de stress post-traumatique. Donc, en gros, quelqu'un qui a vécu dans l'enfance, un abandon, un sentiment de rejet, il va être blessé, il va sentir son unité le rejette. Et bien là, en fait, c'est un boulevard traumatique qu'il a déjà dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il va revivre quelque chose qu'il a déjà vécu, donc c'est ce que j'appelle un retrauma. Et là, c'est un boulevard traumatique, c'est-à-dire que lui, il va aller directement au fond sans passer par la case départ. Donc là, on a le maximum d'effets néfastes pour sa vie, pour la vie des gens qui sont autour de lui. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est un type de terrain. L'autre type de terrain, c'est ce que je disais toujours pareil, hein, mon exemple, c'est le gars qui se relève et qui retourne dans sa famille. Bah, celui à qui il est arrivé des problèmes, mais qui a toujours eu une famille soudée autour de lui, il sait que le secours existe, il sait qu'il y a un après, et que cet après est sécure. Donc, il va lui arriver son choc. L'armée sera pas là, ou peu là, mais c'est pas grave parce qu'il sait que derrière, il y aura des gens qui vont le co-réguler, qui vont prendre soin de lui. Il va pouvoir pleurer, il va pouvoir s'effondrer, il n'y aura pas de jugement, et toutes ces choses-là vont vraiment permettre à la personne de remonter très très vite. Donc, euh, c'est tout à fait possible que quelqu'un qui a eu un décès très jeune ou quelque chose comme ça, bah, s'il y a un de ses camarades qui tombe au combat alors que lui n'y était pas, bah, encore une fois, boulevard traumatique, le cerveau va tout de suite dire, je connais cette situation-là, tout s'effondre, tout va s'effondrer. Et la personne s'effondre. Et très clairement, euh, c'est là où je suis pas tout, enfin, c'est où je suis pas, enfin, je sais pas, je suis pas d'accord avec Jérôme, mais c'est assez incomplet. Quand Jérôme il dit, ça fait du bien quelque part de pouvoir rattacher le traumatisme à une blessure. Alors oui, mais moi je dirais plus c'est un confort. Je parlerai pas de soulagement, je parlerai plutôt de confort. C'est-à-dire que ça permet au cerveau de faire un lien de cause à effet linéaire. C'est-à-dire, si aujourd'hui je suis dans cet état-là, c'est parce qu'il m'est arrivé ça. Et s'il m'était pas arrivé ça, eh ben, j'aurais toujours ma place. Donc ça crée une forme de soulagement. C'est confortable. Mais la plupart du temps, ce que je vis, mon traumatisme, mon syndrome de stress post-traumatique, ben, ce à quoi je le rattache, ben, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. C'est ce qui a redéclenché, c'est le stimuli qui a déclenché mon état, mais la cause réelle du traumatisme, la plupart du temps, est bien avant. À une époque, et pourquoi toujours l'enfance? Mais parce qu'en fait, un enfant est un être hyper vulnérable qui obtient sa sécurité de son environnement. Et donc, quand je rencontre ce trauma en tant que militaire, bah, c'est un effondrement de ma sécurité. C'est-à-dire que je croyais que tout allait bien, et puis non, j'étais en insécurité, maintenant je suis blessé. Et ben ça renvoie à des sentiments d'insécurité qui ont été traumatiques dans la petite enfance. C'est pas une règle générale et absolue, mais encore une fois, on est plutôt dans la statistique. La plupart du temps, ben, ça renvoie à des moments d'hyper-vulnérabilité qui peuvent être très très jeunes. C'est-à-dire, ça peut être de quelques semaines, de quelques mois. Un nourrisson est tellement dépendant des gens qui l'entourent que si les gens qui l'entourent ils se barrent, ben, le nourrisson il meurt. Donc, on peut vraiment avoir des mémoires traumatiques de la toute petite enfance. Donc, c'est un certain type de mémoire, c'est ce qu'on appelle des mémoires implicites. Donc, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'image. Donc là, pour le coup, je ne risque pas de raccrocher à quelque chose dont j'ai ni image ni mot, mais en tout cas, le corps, lui, il a inscrit ça.
Donc, si je me retrouve sur le dos, je sais pas où dans le monde avec je pisse le sang et que je me sens tout seul, bah là, il peut y avoir des choses qui vont s'exprimer et le corps va dire: «Ah oui, mais j'ai déjà connu ça». Et là, bah, là, encore une fois, on a des effets de levier qui plongent la personne dans des états vraiment de traumatisme profond. Après, mon propos, tu vois, Julien, concernant le fait de rattacher ça à une blessure, ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est l'échelle d'un groupe où tu as 15 personnes qui sont solidaires les unes des autres, qui sont projetées de par le monde, toujours avec le même groupe, ce sont des amis. La personne, un facteur d'accumulation, j'allais dire d'événements traumatiques, l'amène à un moment à avoir une fracture et à sentir qu'il est en train de perdre pied. Ça va être très compliqué pour lui de libérer sa parole et de se faire prendre en charge parce que s'il regarde dans la même unité une personne qui a éventuellement développé un PTSD parce que la personne, elle a pris 3 bastos dans le bide, elle a perdu une jambe, voilà, après quel que soit le traumatisme, heu, il se dit: «Mais lui, il est toujours à l'unité, extérieurement parlant, le mec, il a l'air d'aller bien». Je te dis, intérieurement, moi le premier, tu vois? Si je fais vraiment un effet miroir, sur la situation, je me serais posé la question 10 000 fois, à savoir si, j'allais lever le doigt pour dire: «Bon, j'ai besoin d'être pris en charge, je pense qu'il y a quelque chose qui déconne», tu vois? Parce que l'environnement entre guillemets «opérationnel», l'environnement guerrier, quelque part, te fait ne pas t'écouter, tu vois? Tu es porté par le groupe et à un moment tu te dis: «Ah, je peux pas me faire entre guillemets «porter pâle», je vais reprendre cette expression très militaire, parce qu'il y a entre guillemets «des petites choses que je vis mal», tu vois? Je vais être vu comme quelqu'un de faible, je vais être vu comme quelqu'un de démissionnaire et quelque part je quitte le groupe, mais extérieurement parlant, concrètement, tu as mal où, quoi, tu vois? Et le problème, il est là. Il y a une affaire aussi de jugement pour libérer la parole. C'est-à-dire, tu as intérêt à avoir énormément confiance dans ton groupe et dans sa capacité à accepter ta propre décision. C'est là où le groupe doit énormément évoluer dans dans la dans la connaissance, en fait, du SPT et de se dire que, ben, une personne qui, extérieurement parlant, semble aller bien, bah, que la personne, à un moment, décroche et sans qu'il y ait de jugement. Parce que le jugement, sinon, l'enfoncerait encore plus dans sa forme de dépression, on va dire. Tu vois, c'est plus en sens là que je le dis. Tu vois, la personne qui a éventuellement pété sur un IED, la personne est vraiment blessée, tu te dis: «Bon, de toute façon, la personne, on sait, entre guillemets, qu'on l'avait perdue et que le terreau était favorable». Je reprends ta comment dire? Ton vocabulaire que tu as employé tout à l'heure. Le terreau est favorable pour que la personne sombre après son traumatisme vers un PTSD. Mais lorsqu'il n'y a pas de blessure et je vais avoir face à moi des gens qui vont être dans le jugement, du début jusqu'à la fin, tu vois? Et ça, cette exposition-là, dans ce milieu-là, peut faire très, très peur, quoi. Tu vois? Ouais, bah, là, je dirais que là, après, c'est des conditionnements et des mécanismes de comparaison, de culpabilité. Tu as raison, hein, il y a que, le savoir, la compréhension, l'éducation, la formation qui peut permettre de passer outre ça et je suis tout à fait d'accord, là, pour le coup, oui, oui. Là, il y a un gros travail à faire de lâcher ça pour, tomber les masques et puis tomber dans l'humain et l'humain, il est faillible. Justement, pardon, en parlant de ça, parce que tu disais que, comme souvent, ça revient à l'enfance, et même si tu l'as souligné, il ne faut pas faire de généralité. Je pense par exemple au bouquin dont tu es un des co-auteurs, Scoob, avec le bouquin Force spéciale, qui a été coordonné par Teddy, où il y a plein de témoignages justement de vous dès l'enfance, où vous racontez un peu vos parcours. Il y a pas mal de parcours qui se ressemblent un peu, le refus de l'autorité, une enfance pas forcément super simple, et le fait après de prendre l'uniforme, de prendre les armes, de rentrer dans un univers où tu apprends à être autonome, tu apprends à être responsable. En fait, il y a un effet tellement chaud-froid, tu vois, tellement radical, tellement extrême, que effectivement, et là, est-ce que le thérapeute nous dira que c'est un risque ou pas, justement, de retomber dans le tunnel assez facilement? Et la question qui est sous-jacente, c'est, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui avaient suivi ta masterclass, tout comme les masterclass qu'on a fait avec Teddy, avec Ismaël, avec Guillaume, enfin pour entrer dans les différentes unités, est-ce qu'il ne faudrait pas conseiller à ces jeunes de
alors pas de commencer une thérapie à 18 ans avant même de s'engager, mais tu vois, de peut-être lire un bouquin sur ça, de se renseigner sur ça, de regarder les vidéos de Julien pour essayer de comprendre que. Est-ce qu'on peut, la vraie question, est-ce qu'on peut anticiper ça? Est-ce qu'on peut se dire, parce que je vais faire ce travail préalable en parallèle de ma préparation pour les tests physiques et mentaux, est-ce qu'il y a cette composante? Alors, déjà, t'as oublié de dire un truc. L'armée, c'est avant tout une famille. C'est-à-dire que je crois pas, enfin, de tout ce que j'en sais, je pense, même si c'est jamais dit, c'est même pas conscientisé, je crois même pas que ça soit conscientisé. Mais l'esprit de corps, le jamais seul, la famille, je pense que euh, c'est vraiment quelque chose, enfin, et je dirais, plus tu vas monter dans les corps d'élite, dans les corps qui interviennent sur le terrain, plus c'est fort, ça. Et plus il y a cet esprit de sacrifice, c'est pour la famille. Donc ça, c'est vraiment une donnée. Alors, comme disait mon père, hein, qui était dans l'armée de l'air, bon, il y a aussi ceux qui sont là pour la gamelle. Mais, quand j'en parle, alors bien sûr, c'est à mon niveau de thérapeute, mais et encore, j'ai eu des potes aussi qui étaient militaires, ben, ils regrettaient tous la famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, je dirais, par rapport à 18 ans, déjà, c'est jeune. Pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a 18 ans, je le prends pas. Moi, je veux des cerveaux matures. 18 ans, le cerveau n'est pas fini de construire. Donc, euh, on va voir un thérapeute parce qu'on a mal, parce qu'on souffre. Donc ça, c'est vraiment la thérapie, à mon avis, c'est vraiment pour la souffrance. Après, j'aurais tendance à faire confiance à l'armée pour repérer. Vous aurez plus vous avez plus de connaissances que moi là-dessus, mais je pense que l'armée va vraiment peu repérer le gars qui est pas clair dans sa tête. Donc ça, après de lire, bah, de toute façon, c'est toujours bon de lire. De regarder mes vidéos, c'est toujours bon aussi. Mais je sais pas si on peut vraiment faire quelque chose en amont. Je suis pas sûr. Dans un domaine que je connais un petit peu plus, ça fait penser à tous ces gamins qui vont en fac de psycho pour régler leurs problèmes. Euh, c'est non, tu y vas et puis tu vois si c'est bon pour toi. Et puis, de toute façon, si tu as des problèmes psychologiques, c'est pas l'armée qui va te les régler, comme c'est pas la fac qui va régler les problèmes. Et du coup, bah, ça va mal se passer et ça durera pas. Mais voilà, je pense que il va y avoir cet écrémage qui va se faire à ce niveau-là. Mais on peut pas. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire en prévention. C'est plutôt quand ça arrive, avoir des gens formés qui savent intervenir au plus près du trauma pour bah, déjà corréguler et puis après les prises en charge qui sont derrière. Mais en amont, je vois pas grand-chose. De toute façon, dans le processus de recrutement, même les éventuels psychologues devant lesquels tu passes et pour entrer au 10, tu as un entretien avec un psy. De toute façon, il se base uniquement sur ce que tu as bien voulu lui dire, hein. De toute façon, à ce niveau-là, si tu as envie de minorer certains aspects traumatiques de ton parcours, tu as tout le loisir de le faire, hein. Voilà, après, tu ouvres aussi le champ des possibles de développer certaines formes de pathologies dans le futur en étant surexposé. Voilà, après, ouais, ça reste mon ressenti. Mais en tout cas, toi, tout à l'heure, euh, Julien l'a très bien dit. Euh, il- moi, je parlais de pilier, en fait. Je parlais du pilier professionnel qui nous permet, entre guillemets, voilà, de nous épanouir, d'être bien socialement, d'être bien professionnellement, et le pilier familial, en fait. Et bien souvent, en fait, ça a été l'objet justement de ma sollicitation auprès de toi, Fred, pour ce podcast. Malheureusement, si l'un défaille, le second sera impacté. Et
Et c'est justement là, à partir du moment où les deux piliers commencent à être fracturés, que justement la personne sombrera dans la phase la plus noire, j'allais dire, du SPT, en se sentant, d'une part, incompris dans le milieu professionnel, ou non soutenu, on va dire, ou mal soutenu éventuellement, et aussi voir que le milieu familial commence à se fissurer, à se fracturer. Et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je voulais intervenir parce que la prise en charge du militaire blessé, il n'y a aucun problème. Il y a eu de belles évolutions qui ont été faites dans l'accueil des familles. Par exemple, j'ai vu d'ailleurs que dans chaque hôpital militaire, maintenant, il y aurait des maisons familiales pour permettre aux familles de passer quelques jours sur place et pouvoir visiter les blessés. Donc ça ce sont de très, très belles évolutions. Maintenant, dans la manière d'interagir avec le blessé, même dans le milieu familial, je pense qu'il y a des sujets à aborder, il y a peut-être pas des formations au sens propre du terme, mais au minimum, peut-être par le biais de conférences ou par le biais de témoignages vidéo, de faire prendre conscience en fait aux familles et essentiellement aux conjointes que, euh, voilà, certes, elles ne seront pas le praticien de leur conjoint ou de leur époux, mais par contre, elles auront en fait un effet salvateur, j'allais dire, et capable d'améliorer la cicatrisation profonde et l'amélioration du quotidien du blessé. Ça, je pense que c'est des choses ultra importantes. Pour compléter en fait mon propos, je vous en avais fait part lorsqu'on avait préparé ce podcast la dernière fois. Une personne qui développe un syndrome d'agoraphobie, donc la peur de l'exposition à l'extérieur et la peur de la foule. Dans le milieu familial, en fait, moi, par exemple, la manière dont je l'ai vécu avec ma conjointe de l'époque, je me renfermais énormément parce que je me sentais en sécurité entre quatre murs. Euh, Lorsqu'elle me proposait éventuellement d'aller faire un restaurant, pour moi, aller au restaurant, c'était quasiment une mission qui allait être montée. C'est-à-dire, je savais dans quel resto on allait aller, je savais à peu près où est-ce qu'on allait se garer, je savais à peu près à quel horaire on serait là, donc je savais que le coin était relativement calme. Dans le restaurant, je savais à peu près où est-ce qu'on allait se mettre, et une fois assis, j'allais scanner mon environnement, je savais que là-bas, il y avait trois mecs qui avaient déjà pas mal picolé, qui étaient un peu excités, que là, il y avait un couple qui était limite en train de s'engueuler. Et en fait, ma conjointe me parlait et limite, je- elle occupait 5% de mon attention et 95% de mon attention, en fait, était occupée par mon environnement. Sorti de ça, le restaurant, entre guillemets, se passe bien. Et là, tu te dis, c'est bon, je suis sur mon exfiltration, direction la voiture et on va rentrer à la maison. Et là, ta conjointe te dit, bah tiens, si on allait se boire un verre avant de rentrer. Bah ça, tu l'avais pas prévu, toi. Et là, en fait, tu dis, limite, tu t'énerves, tu dis, ah non, bah, je suis fatigué, on va rentrer. Tu dis, ouais, putain, on sort, la dernière fois qu'on est sorti, c'est il y a 6 mois, autant qu'on en profite. Et là, tu rentres dans une justification du pourquoi tu sens pas la situation, pourquoi tu as envie de rentrer, mais toi, en fait, tu as envie de revenir dans un espace sécurisant et sécurisé pour toi, pour relâcher la tension. Et ça, euh, la manière dont je l'analyse, et ce qui amène bien souvent des conflits entre les conjoints, c'est que pour la conjointe, si ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de resto, si on ne planifie pas de resto et on n'a pas de vie, entre guillemets, sociale, ben en fait, c'est que la personne ne m'aime plus. Tandis que pour la personne blessée ou qui a développé des syndromes de stress post-traumatique et qui souffre éventuellement d'agoraphobie, en fait, la personne, elle le justifie sur le plan sécuritaire. Voilà. Et bien souvent, en fait, tu te retrouves en fait, avec deux systèmes d'exploitation différents. Tu as un Windows et un Mac. Tu en as une qui se dit, bah, de toute façon, il m'aime plus, on vit plus rien. Et lui qui se dit, putain, elle me comprend pas et moi, j'ai besoin, entre guillemets, d'être dans un espace sécurisé. Et bien souvent, il faut l'expliquer verbalement. Et ce qui est très compliqué quand tu es comment dire, dans une situation de blessé, de rentrer dans l'explication du pourquoi, du comment, et de t'afficher, entre guillemets, comme une personne qui se sent vulnérable, en fait. Tu vois. Et ça, très souvent, ces différences de système d'exploitation ou d'appréciation de situation, bah, ça amène malheureusement la sphère familiale à se fissurer. Je sais pas, Julien, si tu veux réagir là-dessus,
Mais en tout cas, ce sujet de la sphère familiale et de la manière de gérer, comment appréhender les situations, c'est des choses, entre guillemets, que j'ai à cœur de transmettre de moi, mon expérience personnelle. Bah, ce que tu dis, c'est tellement triste et c'est tellement vrai. Euh, j'aime bien cette image, les relations humaines, la famille, c'est quand même mobile. Donc, tu vas avoir un axe central et puis tu vas avoir les différents éléments. Et puis, ben, tu vas rattacher des éléments, hein, des enfants qui vont naître et tout ça. Et en fait, à chaque fois, le mobile va perdre son équilibre, puis va mettre un certain temps avant de retrouver son équilibre. Bon, bah là, quand il arrive un trauma de cette importance, bah, c'est comme si tu prenais un des éléments du mobile et t'en coupes un bout. Donc là, bah, du coup, toute la structure se retrouve déséquilibrée et il va falloir retrouver un équilibre. Donc, Mm. euh, donc ça, je dirais, globalement, c'est ce qui se passe. Après, euh, bah, dans les traumatismes qui suivent le choc, le trauma, on va avoir, bah, là, dans ce que tu as décrit, c'est de l'hypervigilance, qui est tout à fait logique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette hypervigilance, on peut rencontrer des gens qui n'ont jamais vécu, enfin, qui n'ont pas eu ce genre d'accident, mais qui ont connu une enfance. Ce qui fait ça souvent, c'est l'imprévisibilité des parents. Voilà, les parents, ils réagissent énormément, mais c'est pas cohérent. C'est pas toujours cohérent. Il y a quelque chose qui un coup les fait réagir, un coup pas les fait réagir. Bah c'est pareil. Ça va développer des sentiments d'hypervigilance et puis je préfère rester dans ma bulle où là je connais tout, je connais mes quatre murs et je sais qu'il va rien se passer de nouveau. Et donc, bah, quand c'est quelqu'un qui a connu ça et qui a toujours été comme ça, bah, quand il va se mettre en couple avec quelqu'un, dès le départ, l'équilibre du mobile, il se fait sur cette hypervigilance. Tandis que quand ça arrive comme ça, au bout d'un certain nombre d'années de vie commune, en fait, le conjoint, il n'a pas forcément signé pour ça. Donc, euh, dans ces cas-là, mais en fait, le travail, il faut qu'il se fasse sur les deux. Parce qu'on ne va pas faire repousser le morceau qui a été coupé. Hein. Donc, on peut calmer, on peut aplanir, mais ça sera plus, ça, c'est plus la même personne. Il va pas revenir. Hein, la thérapie, c'est pas du voyage dans le temps. Donc, on va pas, il va pas redevenir celui qu'il a été. Il va pas redevenir celui qui lui a plu à l'autre. Donc, donc bien sûr qu'on va prendre soin de celui qui est devenu hyper vigilant dans l'exemple que tu as donné, qui est le tien. Donc, on va prendre soin de ça. Hein. Aujourd'hui, tu marches à découvert. Mais il faut aussi, quelque part, prendre soin du conjoint pour qu'il puisse voir, enfin, qu'il puisse toucher pourquoi c'est aussi important pour elle de sortir. Pourquoi c'est aussi important? Alors oui, c'est normal de sortir. Oui, c'est normal de sortir, mais je vois que pour toi, il y a quelque chose qui devient super important, super vital. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler derrière ça? Je vois que tu peux pas accepter que ton compagnon puisse changer, mais est-ce que derrière, tu te sens pas en insécurité, toi aussi, quand lui se sent en insécurité? C'est-à-dire qu'il t'embarque dans son insécurité. Là où tu es censé être une adulte, tu es stable, tu es autonome, tu es censé te porter. Alors, il ne s'agit pas que tu le portes lui. Ouais, comme tu as dit tout à l'heure, Jérôme, il faut pas transformer les conjoints en thérapeutes. C'est pas leur rôle, c'est pas leur job. Mais il faut pas non plus que son insécurité, donc il n'est pas violent avec l'autre, hein, bien sûr, mais que son insécurité t'embarque. Donc si ça t'embarque, bah là c'est qu'il y a un truc qui déconne. Donc là voilà, là il y a dans ces cas-là, bah, si on veut sauver le couple, presque pas une nécessité, mais si on veut sauver le couple, bah, le travail il faudra le faire sur les deux. Ah bah, il y en a qui... Ouais, vas-y, pardon. Je disais tout à l'heure, c'est pas que l'insécurité embarque le conjoint, c'est que la sensation d'insécurité et le refus d'exposition à l'extérieur, en fait, amène un jugement de la part de l'autre comme un manque de sentiment et comme un épuisement, j'allais dire, de la relation fondamentale du couple. Voilà, c'est plus Ben, ça. Après, je sais pas si c'est comme ça que tu l'expliquais. et ben, en fait, ça va être sa façon de le dire parce que ça va être son ressenti. Comme toi, ça va être ton ressenti de elle m'aime plus. Donc ça, c'est les ressentis. Maintenant, derrière,
derrière, il y a un embarquement. C'est-à-dire que il y a absolument rien, peut-être pour des raisons après de bagnole et d'organisation, mais il y a rien qui l'empêche de sortir seul ou de dire bah écoute, tu as déjà fait un super effort, moi je vais boire un coup, tu n'as qu'à rentrer à la maison. Je- Voilà, c'est-à-dire que on peut composer. C'est-à-dire quand on est aligné, quand on est en sécurité, quand on n'a pas un besoin vital que l'autre il soit là, enfin toutes ces choses-là. Après, c'est du cas par cas, bien évidemment, on est dans l'infinité des possibilités. Mais globalement, quand, quand ton compagnon change et que toi, ça te remet en cause le lien, bah, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ça touche la sécurité. C'est-à-dire qu'il est plus là, je vois qu'il perd pied et ben, globalement, il est plus là pour me protéger. Et j'aurais tendance à dire, enfin, même si c'est un peu caricatural, mais tu parlais de mal alpha tout à l'heure. Bon, bah, quand tu vois ton mal alpha qui s'écroule, Ouais. Mais d'ailleurs, sur ces sites. Vas-y, Fred. Non, d'ailleurs, quand tu dis, quand tu vois ton alpha qui s'écroule, justement, c'est un des effets néfastes, justement, de cette situation-là, où, où ton image, la dernière fois, lorsqu'on avait préparé le podcast, on parlait, entre guillemets, de famille à structure patriarcale sur le plan sécuritaire. C'est très, très compliqué de s'avouer, entre guillemets, blessé psychologiquement, de n'être plus dans la capacité de faire certaines choses, d'apporter, entre guillemets, de l'assurance et de la sécurité à sa famille. Et moi, je sais qu'à titre personnel, lorsque j'étais vraiment dans le dur, hein, dans ces moments-là, j'ai préféré à la rigueur sortir seul parce que j'avais que ma sécurité à m'occuper que d'être accompagné de ma femme qui pouvait éventuellement attirer des regards, solliciter entre guillemets de l'attention et éventuellement attirer une quelconque menace, tu vois, ça allait limite jusque-là, quoi, tu vois, et ça, c'était très, 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 très dur à gérer. Bon, maintenant, on vit dans une société où l'homme déconstruit est mis en avant. C'est- voilà, c'est la petite blague pour dédramatiser. Et moi, après, j'aurais une question, tiens, à proposer à Julien, mais vas-y. En fait, moi, quelque chose que j'avais ressenti, c'était, tu sais, ces oscillations sur le plan des humeurs. C'est-à-dire, tu pouvais me voir le lundi, j'étais dans l'euphorie, on passait une super journée et on se tapait des barres, et tu me voyais le lendemain parce que j'avais reçu un courrier ou parce il y avait un truc qui s'était pas passé comme il aurait dû. Et là, par contre, j'étais descendu dans une phase, comment dire, beaucoup plus dark. Et, et très souvent, moi, ce qui était, comment dire, étouffant pour moi, c'est la planification sur le long terme. C'est-à-dire sur le plan familial, par exemple, ta conjointe te dit, bah voilà, tiens, dans 3 semaines, on a l'anniversaire d'Anaïs, et puis il y aura des couples d'amis. Sur l'instant, tu peux dire oui, il n'y a aucun problème, allons-y. Mais en fait, la veille ou voire le jour même, t'es pris d'une telle angoisse que, bah, en fait, limite, tu dis décommandons, on n'y va pas, ou alors j'y vais pas. Et là, tu rentres avec ton conjoint dans des justifications sans queue ni tête du fait que bah, on va devoir annuler alors que c'était prévu de longue date, tu vois, avec des notions qui, pour la personne qui psychologiquement ne va pas bien, en fait, ne sont pas entendables. C'est à la personne, elle dit je verrouille, j'y vais pas parce que sinon j'ai l'impression que je vais déborder et puis j'ai pas envie de pourrir la soirée à tout le monde. Ça donne lieu, tu vois, très souvent à des altercations avec le conjoint. Et je voulais avoir, toi, j'allais dire, ton analyse justement sur ce paramètre oscillatoire, tu vois, des humeurs. alors, je vais te répondre, j'ai juste besoin d'une précision. Tu parles de justification, c'est des justifications ou des négociations? Non, justifié du fait qu'il y a un mois, tout était bon et que maintenant, ben, tu décides que c'est non et que de toute façon, on sent très bien dans ton attitude que tu n'iras pas, quoi. Ok. Après, je dirais pourquoi j'ai posé cette question. C'était un piège. Et après, je te ferai l'autre réponse et tu me feras l'autre analyse. Alors, bah, le point commun à tout ce que tu me décris, c'est avant tout l'insécurité. C'est une insécurité profonde.
Euh, une image que j'utilise beaucoup pour expliquer les mécanismes des syndromes de stress post-traumatique, plus largement des traumatismes. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une différence entre les deux. Euh, et ça explique aussi mon travail thérapeutique. C'est-à-dire que euh, avant la mise en place des mécanismes traumatiques, ben, je vois la vie avec mes yeux. Je vois, voilà, là, il y a une voiture, il y a quelqu'un, je vois machin, je vois mon environnement avec une vision très proche du réel, voire même dans le réel, dans le ici et maintenant. Et puis, en fait, euh, je dirais, je vais avoir un premier traumatisme. Ben, en fait, mon premier traumatisme va m'amener une paire de lunettes devant mes yeux qui vont commencer à me déformer un peu le réel. Puis il va m'arriver d'autres choses, et puis j'aurai une autre paire de lunettes. Et puis comme ça, je peux en avoir une dizaine des paires de lunettes. Je peux en avoir beaucoup. Ce qui fait qu'au final, la vision que j'ai du réel est totalement soit grossie, soit déformée. Et mon cerveau, mon corps va réagir à cette déformation. Ce qui fait que euh, je vais démarrer ma journée, je dirais, j'ai pas encore réalisé que j'avais des lunettes, je suis tout seul dans ma bulle, tout va bien. Et puis, il va y avoir un courrier. Mais en fait, ce courrier-là, si j'avais pas de lunettes, c'est un courrier comme un autre. Mais avec toutes mes lunettes, bah, c'est le courrier de quelqu'un qui me veut du mal. Je prends cet exemple-là, ça peut être autre chose. Je vais croiser mon voisin, il va pas me faire un grand sourire avec un grand bonjour. De lui-même, il a reçu la même lettre et il n'est pas content. Mais je vais vivre ça comme une agression avec mes lunettes déformantes. Et en fait, toute ma vie va consister à une série d'images plus ou moins déformées de la réalité, que je vais appeler le ressenti. Donc, il y a le réel et il y a mon ressenti. Et mes émotions, mes réactions vont se faire à partir de mon ressenti. Ce qui fait que dans ma journée, je vais avoir des variations émotionnelles qui vont être complètement déconnantes par rapport au réel. Mais mon ressenti, il est là. Et c'est pour ça que c'est... et ça, je dirais, euh, ça vaut pour le thérapeute, mais ça vaut aussi pour le compagnon. Euh, c'est jamais, jamais, jamais invalider un ressenti. Voilà. Alors après, c'est bien si, entre guillemets, le traumatisé, il apprend le bon vocabulaire, mais voilà, il va dire, j'ai vu le gros con voisin, il m'a même pas dit bonjour. Mais ça, c'est son ressenti, en fait. Le ressenti, c'est j'ai vu le voisin et bah, il tirait la gueule, je sais pas si c'est à cause de moi ou pas. Voilà. Et là, faut pas lui répondre, bah, pourquoi tu dis ça, il est super sympa, le voisin. Parce que là, j'invalide complètement. Ça veut dire que ton ressenti, c'est de la merde. Faut dire, ok, j'entends que tu as vu le voisin et que tu as ressenti qu'il t'en voulait. En principe, il est plutôt sympa. Voilà, moi, je le trouve plutôt sympathique. Donc, je mets un ressenti, je valide, ok, j'entends que tu as 3 étoiles. Et puis, bah, mon ressenti, c'est qu'il est plutôt sympa. Mais, et puis, voilà. Et puis, on passe à autre chose. Mais si j'oppose à celui qui a cette vision-là du réel à mais pourquoi tu dis ça, il est super sympa, bah, l'autre, il va se sentir invalidé, donc agressé, il a ses lunettes déformantes. Oui, ah bah, c'est sûr qu'à toi, il te fait des grands sourires. Et puis bah là, ça monte très très vite. Là, en fait, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, en fait, t'imagines quelque chose de planifié depuis 3 semaines avec éventuellement un cadeau d'acheter, les enfants sont prêts, enfin bon. Et là, d'un seul coup, tu sens que tu as la gorge nouée et que non, j'ai pas du tout envie et tu te sens, entre guillemets, incapable de faire un pas à l'extérieur. Euh, Forcément, et je pense qu'on aurait quasiment tous cette réaction-là, la réaction du conjoint, c'est-à-dire, bah, attends, qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi tu réagis comme ça? Et toi, de rentrer dans une justification. Mais je te rejoins sur le fait que il ne faut pas invalider, en fait, ce genre de réaction. Oui, mais toi, d'être beaucoup plus dans l'apaisement, c'est-à-dire de dire, bah, écoute, c'est très bien que tu m'en parles. Si vraiment tu te sens pas bien, eh ben, reste là. Nous, on va aller passer la soirée là-bas. Au besoin, je t'enverrai un message. Et toi, et ça, malheureusement, moi, je parle de mon vécu, c'est des choses que je n'ai pas vécues, parce que bon, est-ce qu'il y avait un déni de la situation, un déni du changement, un déni de la, comment dire, des changements profonds dans ma personnalité, mais en tout cas, moi, ça donnait lieu en permanence
comment dire, à des altercations et voilà, il y avait pas de solution à apporter à tout ça, tu vois, sur l'instant. C'était obligatoirement des engueulades qui rapprochaient à une insatisfaction sur le plan professionnel, en fait, faisaient que, toutes les tours étaient en train de bouger en même temps et que ça devenait entre guillemets «ingérable», tu vois? Bah, je pense même qu'on peut parler dans certains cas d'incompétence. C'est-à-dire que l'autre n'est pas compétent à s'adapter à un changement, d'équilibre dans le mobile. Ouais, mais est-ce que ce serait pas la même chose dans tout couple? Ouais, Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, ça dépend du niveau de sécurité intérieure. C'est-à-dire que si il y a une dépendance vis-à-vis de ton conjoint doit être, toujours le même. Parce que tu l'as identifié comme un pilier dont tu as besoin. Donc là, bah, tu t'accroches à ta canne, hein, et puis si ta canne, tu lui retires 10 centimètres, bah, c'est plus le même équilibre. Donc tu vas te sentir en insécurité avec une canne, 10 centimètres trop courte. Donc là, il y aura même un déni. Là, pour le coup, il y aura un déni et justement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que il y aura pas que du déni, il y aura aussi de la mise en cause. Et le problème, c'est que cette mise en cause, elle va appuyer sur quelque chose qui est déjà là, qui est la culpabilité du gars d'avoir été blessé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai posé la question si c'était une négociation ou une justification. Parce que la phrase entre guillemets, tu vois, là, qui me vient à l'esprit, c'est limite: «Tu es responsable de cette situation que l'on vit sur le plan familial». tout à fait. Là, on est en plein dans la culpabilité et quelqu'un qui est coupable, bah, en fait, il passe son temps à justifier. Non, non, c'est vachement intéressant. Est-ce que si vous deviez, tous les deux, si vous deviez résumer peut-être le conseil que vous aimeriez faire passer à travers cet entretien et non seulement d'une part aux personnes qui sont blessées, des militaires blessés ou qui sentent qu'ils sont concernés par ce discours-là, et d'autre part à leur famille qui écoutent. Parce que je pense là pour le coup c'est peut-être l'épisode du podcast le plus universel qu'on fera parce que ça touchera peut-être le plus de monde. Euh, qui veut commencer? Tu veux que je commence, Guillaume? Bah, concernant les gens engagés opérationnellement parlant, bah, de toute façon, la libération de la parole, je pense qu'elle a été engagée, depuis quelques années maintenant, où, de toute façon, le système tend à ne pas juger les gens, qui acceptent de, comment dire? De parler de leurs problématiques sur le plan psychologique. Ça, entre guillemets, je pense que c'est la belle façade, hein. Au sein de la meute, je pense que les réactions, malheureusement, demeurent exactement les mêmes. À savoir le jugement, l'exclusion, toutes ces choses-là dont on a parlé précédemment. Après, moi, je reste persuadé que même si le groupe t'exclut, à partir du moment où la cellule familiale, elle, reste, entre guillemets, un endroit où la compréhension est de mise et on prend soin, entre guillemets, de toi, justement, sans te juger, je pense que la personne aura, toutes les chances, justement, de s'en sortir et d'aller mieux. Et ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, sur l'exemple qu'on a pris juste avant avec Julien, je pense qu'il y a des petites choses pour débrayer, qui sont, je pense, très efficaces. Tu vois, dire: «Bah, écoute, je te comprends, il y a aucun souci». Tu vois? Moi, j'essaie de refaire un travail dans le passé et me dire: «Tiens, si j'avais entendu ça, est-ce que ça m'aurait apaisé?» La réponse est oui, ça sans aucun problème. Et justement d'être là réellement pour entourer, pour soutenir la personne. C'est des attitudes, ne serait-ce que des petites choses, j'allais dire, du quotidien ou effectuées éventuellement à des dates anniversaires pour marquer le coup et dire: «Ça n'est pas uniquement ton fardeau, c'est notre fardeau», tu vois? Cette solidarité. Moi, j'ai souvenir d'un camarade de mon groupe d'ailleurs qui était le seul, Ben, s'il écoute un jour ce ce podcast, qui m'envoyait tous les 27 décembre un petit message pour me dire: «Bah, écoute, je pense fort à toi aujourd'hui et tout». Bon, il avait failli se prendre une bastos de Dragunov à 10 centimètres de la tête. Il avait pris la moitié du mur dans la tronche parce que le mec l'avait raté. Donc je pense que lui aussi malheureusement,
ce 27 décembre avait beaucoup de préciosité pour lui aussi. Donc, toi, ne serait-ce que la conjointe qui, 15 jours avant la date anniversaire éventuellement d'un accident, bah écoute, entoure la personne, c'est-à-dire avec des activités qui lui plaisent, pas de surcharge en termes de relations, de personnes qui viennent au domicile ou n'importe quoi, de marquer le coup le soir avec une petite attention pour lui dire que bah, la personne, à quel point elle l'aime et à quel point elle est heureuse de tout ce qu'il lui apporte, toutes ces choses-là, de se rassurer en tant qu'homme sur le fait que ben, même blessé, même dans un processus de reconstruction, ben, la personne, on l'aime et on est attaché à elle et on ne la voit pas changer. Voilà, parce que si on voit le regard du conjoint changer sur soi, je pense que c'est l'une des choses les plus dures que l'on a à perdre. Voilà, j'espère avoir été clair dans tout ce que j'ai dit. J'ai pas la sensation, mais voilà, je pense que c'est le plus important, c'est le soutien et d'avoir la sensation de ne pas être jugé et de ne pas être seul justement bah, à tirer le fardeau, quoi. Ça, je pense que c'est un paramètre essentiel. Voilà. Et là, Alors, Julien va me dire, bon, je vais compléter ce que Jérôme a dit. alors, non, je vais compléter le paysage idyllique que Jérôme n'a pas. Bah, j'ai envie de dire, putain, faut le trouver ce conjoint-là, puis il faut pas le lâcher, hein. Ouais, moi j'ai pas, enfin, c'est pas gentil pour. Non, je vais pas le dire d'ailleurs. Euh, Pardon. Donc oui, non, faut un conjoint extrêmement sécure à l'intérieur, extrêmement aligné pour avoir ça. Bon, je dis pas que ça existe pas, hein, mais puis je dis tout, quand je dis conjoint, c'est conjoint conjointe, hein, ça peut être une femme qui est blessée en OP et puis et le mari qui prend soin derrière. Ouais, non, ça demande en fait, ça demande vraiment un sacré alignement pour aimer la personne au-delà de ses comportements. Voilà. Il y a toujours, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, encore une fois, c'est caricatural. Après, faut voir ça plus finement, mais bon, ça prendrait des jours. Mais t'es un mâle alpha, bah, tu protèges les tiens. Bon, bah, le jour où les tiens, c'est eux qui doivent te protéger, bah, on a un sacré renversement de situation. Il y en a qui sont pas prêts à ça. Et très clairement, bon, bah, faut que je me retrouve un autre mâle alpha, quoi. C'est un peu abrupt, mais globalement, c'est quand même ça. Moins idéalement, ce que je dirais, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Voilà, quand ta personne revient avec un syndrome de stress post-traumatique, enfin déjà qui a subi un choc traumatique, bah déjà c'est s'informer. Voilà, c'est déjà s'informer de ce que c'est. Euh, en tout début, j'ai cité vraiment un livre. Bon, il y a plein de bouquins, il y a plein de, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, qui est le plus clair. Enfin, et puis j'ai fait toutes ces vidéos basées sur celui-là, mais bon, j'ai fait d'autres vidéos basées sur d'autres livres. Mais le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk, c'est vraiment une référence. Ça pose les choses, ça les contextualise, il met des statistiques, il met des études, il y a énormément de références dans ce bouquin-là, et ça permet de comprendre que déjà, ce qui arrive à ton bonhomme, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec lui. Voilà. Et donc, vraiment, s'informer. Après, les groupes de parole, il n'y en a pas des masses en France. Hein, ça, c'est vraiment un truc, c'est pas dans notre culture, de fait de se parler, de se mettre en groupe, là, comme on voit aux États-Unis. Moi, j'ai toujours trouvé ça formidable. Jamais réussi à en monter un, j'étais toujours tout seul. Mais je trouve ça formidable. Donc ça, c'est un premier élément de cette première phase. Et il y a aussi se former. Alors, se former à quoi? Ben, je t'écoutais tout à l'heure, Jérôme, et il y a un outil de communication qui est bien pour ça. Alors, j'aime pas le terme, et même le créateur, il a essayé de changer après le terme de sa technique, mais bon, c'est trop tard, il l'avait vendu comme ça. C'est ce qu'on appelle la communication non violente.
Moi, je préfère le sous-titre, c'est communication connectée. Et en fait, c'est vraiment, donc on oublie le titre, hein, on s'intéresse surtout à la technique, et c'est apprendre à parler de soi sans parler de l'autre. C'est pas dire tu, mais je ressens ça. Et en fait, c'est tout un ensemble de techniques de communication, il n'y a pas d'autres termes, qui ont servi jusqu'à, dans l'histoire, hein, c'était vraiment Marshall Rosenberg qui a mis ça au point. C'est des techniques de communication qui ont permis à des États de ne pas se foutre sur la gueule. Donc c'est vraiment c'est un outil qui est très puissant. Et là, pour le coup, c'est un outil qu'on trouve assez facilement en formation. Et ça peut se faire en autodidacte à travers les bouquins qu'il a écrits, où il y a des heures et des heures de conférences sur Internet de Marshall Rosenberg et de tous les gens qui gravitent autour de la CNV. Et je pense que ça pourrait être un conseil que je donnerais aux couples, c'est d'apprendre à se parler, parce que comme il y a ces lunettes là qui déforment tout, bon bah ça marche aussi, les lunettes marchent aussi sur les oreilles. euh, on désamorce en amont en utilisant un langage beaucoup plus juste de ce qu'on va ressentir. Comme tout à l'heure où je t'ai dit, c'est tu négocies ou tu justifies. Bon, et voilà, typiquement, je suis épuisé de voir, d'avoir le sentiment de me justifier et de me sentir coupable, de péter l'ambiance. Et là, tu parles de toi, tu parles de ce qui se ressent, de ce qui est vivant en toi. Et l'autre va te répondre pareil. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Alors encore, il faut faire la démarche, il faut avoir le courage de faire tout ça, hein. Je pense que ça demande un réel courage et un véritable intérêt. Si c'est pour récupérer ton mal alpha, la CNV, ça va pas t'aider à le récupérer, ton mal alpha. Par contre, si c'est pour conserver ton homme qui est blessé, voilà, tu peux faire cette démarche-là, et puis peut-être plus tard, lui, il viendra avec toi. Lui, pour le début, il faut pas le pousser non plus à y aller, parce que lui, il va juste voir des snipers à chaque coin de rue, et c'est des formations qui se font en groupe avec des potentiels problèmes avec tout le monde. Donc, on y va cool. Voilà, d'abord, celui qui va bien, il y va, et puis il peut apprendre, il peut partager. Et puis je dirais au final, donc à former, se former, et puis après il y a la thérapie. Et la thérapie, c'est pareil. Euh, la thérapie, c'est pas du médical, et encore même dans le médical, il y a un pan énorme de psychologie, mais c'est pas forcément le premier thérapeute qu'on va voir qui sera le bon. Et ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça veut dire qu'il ne me correspond pas. Moi, avec ma façon de parler, je pars toujours, je prends pas donc en fait, je prends jamais de gants. Il y a des gens, ils supportent pas ça. Donc, je vais pas leur convenir. Mais bon, ce qui est bien, c'est que je crois que ça se sent dans les vidéos, donc après, ça se passe plutôt bien. Mais, mais voilà, c'est vraiment important. Donc, il y a, je crois que 350 techniques de référencées, techniques thérapeutiques. Euh, donc, essayer plusieurs techniques. Est-ce qu'on est pas... Et c'est pareil, une technique peut être bon à un certain moment et pas bon à un autre. Et moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, comme je disais tout à l'heure, il a 18 ans, il vient me voir, on va se faire chier, ça va pas fonctionner. La même personne revient me voir à 30 ans, là par contre, il est beaucoup plus prêt à entendre certaines choses. Donc vraiment, il y a ce côté de ne pas se décourager si j'ai pas trouvé le bon thérapeute. Et puis, je peux avoir un sentiment de m'être fait avoir ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Encore une fois, chaque thérapeute correspond à un type de problème, un type de personnalité, un type. Donc voilà, on se décourage pas et puis on demande là où les autres ils ont été, enfin comme on fait, hein, et on teste. Et on teste. Moi, tu vois, sur le fait de savoir communiquer, bon, là-dessus, il y a strictement aucun problème. Maintenant, que faire quand la personne, entre guillemets, refuse de communiquer, refuse d'appuyer là où ça fait mal. Tu vois, moi, j'y avais réfléchi, hein, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil? Parce que, toujours dans le cadre de la transmission, et toi, je m'étais dit, sur le frigo, d'avoir, entre guillemets, un code couleur, reprenons, entre guillemets, les couleurs des feux de signalisation qu'on connaît tous, tu vois, d'avoir
une graduation, j'allais dire, de l'intensité des émotions, même au fil de la journée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne nécessite pas d'explication, c'est quelque chose qui est visuel et qui permet de se dire rapidement, bah tiens, je voulais parler des problèmes, comment dire, de la vie quotidienne. Bah tiens, aujourd'hui, la personne, ça va paraître très con ce que je vais dire, hein, est dans une phase où, entre guillemets, il est en rouge au niveau du frigo. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je vais le laisser tranquille. On va attendre que la personne soit beaucoup plus apaisée, tu vois, ou essayer d'avoir un système comme ça qui ne passe pas obligatoirement par une justification verbale du fait que l'on est disposé aujourd'hui ou non à aborder certains sujets de fond. Tu vois. J'étais arrivé à peu près à la même conclusion que toi sur la manière de communiquer, mais plus avec justement, tu vois, des signaux lumineux, quoi. Bah ça, c'est génial comme idée. Moi, j'ai déjà proposé ça à des parents pour leurs enfants, en fonction du je peux plus te supporter ou c'est bon, tu peux continuer tes conneries. Euh, donc, ben, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, à partir du moment où euh, dans le couple, on voit que l'autre veut trouver des solutions, ben, en fait, il y a la créativité naturelle qui vient combler. Sauf que, comme je te disais tout à l'heure, si l'autre a réellement besoin de son mal alpha et qu'il est plus là, bah, soit elle apprend, et là c'est par la thérapie, hein, il y a pas d'autre moyen, soit elle apprend à se passer de son mal alpha, et quelque part j'ai envie de dire, elle devient sa femelle alpha, donc elle retrouve la sécurité en elle, sinon elle ira le chercher ailleurs. Et là, c'est bah, au plus tôt qu'elle conscientisera ça, au plus vite, voilà, si tout est mort, c'est mort, on pète tout et puis on reconstruit derrière. Mais c'est la compréhension, la volonté de comprendre et de s'améliorer ne se fait que s'il y a un intérêt. Euh, ben, c'est plutôt pas mal comme conclusion, non? C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Euh, non, mais merci à tous les deux pour cet éclairage. Si tu es d'accord, Julien, on mettra tes coordonnées dans ton site internet en description de cet épisode. Pour que si jamais il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin, qui te contactent directement. Scoop, toi, on te retrouve dans la masterclass. Et puis dans le livre le livre que tu as coécrit avec Teddy, et puis de nouveaux projets qui arrivent, je suppose, prochainement. Ah, je sais pas si Teddy t'en a parlé, sans doute. Je Ah, vois il ton m'a sourire parlé quand de tu tellement dis de qu'il en a choses. parlé. Ah, tu vois. Mais il parle trop. Mais il parle trop, mais tu vois, moi, n'étant pas numéro un, je peux pas tout dévoiler, donc je lui laisserai le luxe, le luxe de faire des annonces. C'est ça, Tu vois, t'imagines. on, Mais en tout on- cas, on encourage les gens à aller sur Defense Zone pour justement voir tout ça, quoi. ouais, ouais, sans aucun problème. Mais en tout cas, merci pour d'avoir accepté le projet. Je sais que techniquement parlant, c'était le truc le plus compliqué à réaliser pour avoir un bon résultat au niveau du son. Mais en tout cas, comment dire, ma sollicitation à ton égard et à l'égard de Julien, c'était vraiment ça s'inscrit vraiment dans un parcours de transmission, de se dire que voilà, il y a eu des choses entre guillemets difficiles par lesquelles moi je suis passé et d'autres camarades sont passés et même beaucoup plus compliquées. Moi maintenant, j'ai une facilité peut-être à mettre des mots dessus qui m'oblige ou qui m'engage, j'allais dire, à transmettre comment dire, ces petits tips, ces petites astuces, ces petits conseils éventuellement pour libérer la parole. Donc si éventuellement des conjoints, si des gens qui sont actuellement un peu en souffrance et se reconnaissent dans ces paroles-là, et si ça a permis de poser ne serait-ce que la question, est-ce que toi tu ressens ça? Et de libérer la parole et éventuellement de sauver des gens et de les sortir de cet entonnoir, bah écoute, moi je me dis que la case est cochée et c'est avec grand plaisir que je l'ai fait en tout cas à travers ce témoignage et cet échange avec vous deux. Voilà. Hmm. Ouais, c'est super, c'est super. Nul doute que ce sera utile et que ça aidera du monde. Souhaitons-le. Je note ta vanne de tout à l'heure, par contre, sur René. Ça, c'est pour détendre l'atmosphère, ça marche toujours. Ouais, c'était bien, c'était bien.
Je l'avais Bah, dit. T'en as pas fait beaucoup, mais elle était bien. Je l'avais dit. puis moi, je voulais vous remercier tous les deux de m'avoir invité, hein. C'était vraiment très, très sympa. Et puis, oui, bien sûr, tu peux mettre mon numéro. Les gens, ils peuvent aussi, enfin, sans même faire des séances. Donc, moi, je travaille maintenant que par visio et ça marche aussi bien qu'en présentiel. Ça permet même de toucher beaucoup plus de gens. Mais même sans aller sur un travail thérapeutique, je réponds assez facilement au téléphone. On prend rendez-vous, on discute une demi-heure. C'est assez facile de m'avoir. Prendre rendez-vous quand même, mais voilà. Et par rapport aux interrogations, par rapport aux questionnements, moi, je réponds avec plaisir. C'est facile pour le moment, mais après, une fois qu'on va mettre ton numéro, ce sera plus compliqué, tu vas voir. Alors oui, alors ça par contre, oui, non, c'est déjà pas très. Alors faire des séances, justement, ça, on n'a pas son rendez-vous tout de suite non plus. Bon, j'ai limité maintenant un peu mes heures de travail, sinon je travaillais 10 heures par jour. Mais ouais, non, c'est pas forcément facile. Justement, le fait de travailler que par visio, ça fait que maintenant je travaille dans le monde entier. Donc voilà, et puis je suis vraiment content de voir Jérôme qui pète le feu. Et nickel. Ah, c'est un travail qui est très difficile, hein, tu sais, de revenir là-dessus. Tu rentres dans l'intime et je t'avoue que c'est un exercice que j'appréhende souvent, mais une fois dedans, bon, surtout c'est d'être clair. Parce t'as l'impression que au niveau du cerveau, tu as toutes les informations qui arrivent en même temps. Il faut faire du tri là-dedans pour que le discours soit cohérent et intelligible. Ouais, je t'avoue que des fois, c'est un peu particulier. Mais bon, Ouais, non, mais rassure-toi, on arrive à décrypter. parce que tu as les codes. Bon, Très bien. plaisir en tout cas. Et ben, merci à tous les deux et puis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.